faire foutre. Hier, non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. We've met before, haven't we? Avec son premier film Lola, sorti en 1961, on aurait pu penser que Jacques Demy avait déjà trouvé sa formule. Un personnage principal féminin, une ville portuaire, l'amour au centre du récit et une musique composée par Michel Legrand. Pourtant, il restait encore un langage à inventer et une société à observer. Si expliquer que la langue française est inadaptée à la chanson, ou en tout cas bien moins que celle de nos voisins, tient presque du lieu commun, le travail de Jacques Demy et Michel Legrand n'aura de cesse d'en démontrer le contraire. Car le dialogue, même quand il n'est pas chanté à la manière des Parapluies de Cherbourg, est déjà signifiant, car il rythme la narration ou introduit la musique dans la diégèse du film. Avec La Baie des Anges et les Parapluies de Cherbourg, Demy va réellement s'imposer comme un des cinéastes absolument majeurs de la nouvelle vague, grâce à sa singularité, certes, mais aussi grâce à une palme d'or reçue pendant le Festival de Cannes 1964. Si La Baie des Anges était déjà à contre-courant de son précédent film, car abordant un sujet très étranger à la vie de Demy, le sentiment d'addiction y est pourtant parfaitement décrit, soulignant ainsi sa curiosité et son intérêt pour les vies non linéaires et les femmes libres. Mais contrairement au personnage de Jeanne Moreau, pour lequel rien ne va plus, ici tout va bien, car la palme reçue en 64 n'est pas due au hasard. Elle est la résultante d'une collaboration désormais totalement mûre avec le compositeur Legrand et d'ambition en totale adéquation avec les moyens de production donnés au duo. Complétée par une dose de courage dont il fallait bien s'armer pour s'attaquer à un musical à la française avec un ancrage dans le réel. Comment êtes-vous? Comment vous définissez-vous vous-même? Un Ça, garçon gentil. je me connais bien, je n'aime pas parler de moi, j'aime mieux m'ignorer parce que ça ne m'intéresse pas. Je peux vous dire ce que j'aime, je suis un espèce de monstre marin, si vous voulez. Je suis bien au bord de la mer. Et comme la mer, je sais pas, on a des couleurs changeantes comme ça. Peut-être je suis un petit peu comme ça, gris et bleu. C'est sinistre. Et puis ça a traîné partout. Les marins, les filles et les bateaux. Il y en a marre. Quoi? On voit très bien où vous voulez en venir. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Est-ce que c'est possible d'écrire une vraie partition en se soumettant aux servitudes du cinéma? Oui, je crois. Oui, je crois. C'est très difficile, mais je crois que c'est possible. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Vous partez? Oui, j'avais 2 jours de permission à récupérer. Je vais à Nantes, voir ma famille. Je vais en permanente. En permanente, parce que vous êtes trop... C'est moi Lola. Je me suis rendu compte que j'ai toujours tourné le dos à la réalité. Elle ne m'intéresse pas. Si je tombe dessus, par exemple, je m'arrange pour passer à côté. Je dis oh pardon, excusez-moi, et je la contourne. Je fuis cette réalité, je l'aime en même temps. Je voudrais simplement qu'elle soit un peu plus belle.
bonsoir, bonjour à tous. Et on va essayer de vous rendre cette réalité un peu plus belle avec Maxime pour cet épisode, modestement bien sûr, cet épisode 2 consacré à Jacques Demy. Salut tout le monde. Bonjour. Dans lequel, donc, vous l'aurez compris, nous traiterons de la Baie des Anges dans un premier temps, puis des Parapluies de Cherbourg, donc Palme d'Or en 1964. Peut-être la première Palme d'Or dont on parle. Oui, je crois que c'est la première Palme d'Or dont on parle à travers ce podcast après 2 ans d'existence presque. Donc on a hâte de vous parler de ces films très importants, mine de rien, dans le cinéma français, tout simplement, le cinéma mondial, quand il s'agit des Parapluies de Cherbourg. Maxime, tu ne me contrediras pas, je pense. Non, pas du tout, effectivement. Voilà, donc 2 films très importants. Juste un mot pour vous dire que normalement vous avez écouté les dernières séances spéciales qui sont sorties, des séances spéciales d'actu. Le premier épisode de Demy qui est sorti lundi 15 juin, qu'on vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. C'est toujours mieux avant l'épisode 2. Ouais. C'est toujours mieux avant l'épisode 2. Voilà, donc on vous encourage à aller écouter ces épisodes. Également les épisodes rétrospectifs de Cannes. Voilà, beaucoup plus d'épisodes que fut un temps. On a essayé de gagner en régularité. On espère que ça vous plaît. On n'a pas essayé, on l'a fait. On l'a fait en tout cas. On l'a essayé avec, on espère, un peu de succès. Et voilà. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire des retours, à partager les épisodes. Et puis tout simplement, on espère encore une fois que ça vous plaît. Ce qu'on est capable de proposer, et effectivement on est ravis et très heureux de pouvoir revenir très vite vers vous avec ce 2e épisode. Tout à fait, n'hésitez pas à nous faire des retours. La section commentaires est ouverte sur toutes les plateformes, je crois, à part peut-être Deezer qui n'en a pas. Mais sinon, elle est ouverte sur Instagram, sur TikTok, sur les applications Spotify, de Apple podcast, Podcast, YouTube. Voilà. Et nos mails aussi sont ouverts si vous souhaitez nous contacter. Voilà. Et un Tipeee aussi, si vous souhaitez nous soutenir. Dans 1 euro suffit, ne vous en faites pas. Mais voilà, ça nous permet comme on l'a dit, sortir de la mendicité. Oui, de sortir de la mendicité et de pouvoir aussi, pour nous, vous proposer plus d'épisodes dans les festivals et plus de nous permettre aussi de gagner, d'acheter du matos, d'avoir du temps pour créer des petits jingles comme vous venez de les entendre. C'est ça. Et puis si vous aimez encore une fois le podcast et si vous êtes un ou une habituée, vous allez retrouver beaucoup d'épisodes. Durant l'été et on est très content de pouvoir vous proposer tout ça, quoi. Exactement, là normalement Chrome est sorti, l'Exclusive Day est sorti, voilà, l'épisode 1 d'autres séances The Mastermind aussi. The Mastermind est sorti aussi, donc voilà, on aura l'occasion de vous, on espère, de vous lire sur ces épisodes. Toujours est-il revenons à nos moutons et à Jacques Demy, surtout aux moutons de Jacques Demy, parce qu'on vous avait quitté avec Lola, donc sur la côte nantaise, qui se trouvait sur la côte nantaise, la petite Lola, le premier personnage principal de Jacques Demy. Et donc cette fois, il va mettre le cap en direction de la Baie des Anges sur la côte d'Azur, afin de nous dépeindre des tumultes sentimentaux de Jackie et de Jean, à travers la passion enivrante et dévorante du jeu. Nous étions au Festival de Cannes en mai 62. Je présentais Cléo et nous sommes allés au casino. Jacques n'avait jamais vu de table de jeu, de roulette, de quoi que ce soit. Il a été fasciné. Et en sortant du casino, il a dit « J'ai mis le 17, j'ai gagné plein, mais j'ai compris que c'était très dangereux. Je vais faire un film là-dessus. » Personnel. Prêt ? 13, final 7. Et cette passion du jeu dévore tout. Il n'y a même pas de fougue. Elle est happée, attirée. C'est même pas un appétit en disant « Oh, chouette, je vais aller jouer ». Non, c'est l'attente de quelque chose de mystérieux. C'est comme un rite. C'est un rituel. J'aime aussi beaucoup la manière dont a été tournée La Baie des Anges en noir et blanc. Très simplement, une mise en scène très sobre, alors que c'est exactement pour des films différents que Jacques ait connus, pour des films qui sont colorés, qui sont chantés, qui sont joyeux et qui sont assez innocents. Derrière cette innocence se cachent plein de choses, mais qui sont jamais exprimées. Et La Baie des Anges est un vrai film sur la décadence. Donc même si je représentais le péché, si elle représentait le péché pour lui, elle ne sait pas.
Maxime, toi qui as beaucoup gagné, qui a gagné plein au casino, Ah oui, gros joueur, depuis toujours. c'est toi qu'on a désigné pour nous parler donc de La Baie des Anges et de ce film. Donc c'est toi qui enjambe la première marche. Effectivement, je vais revenir un petit peu sur le contexte, comme vous avez l'habitude de toute façon. Donc, ce film, effectivement, le deuxième long métrage de Demy, succède à Lola, qui a quand même été un succès public et une bonne reconnaissance critique, qui a vraiment installé Jacques Demy. Mais pour le coup, enfin néanmoins, Demy se cherche toujours, à vrai dire, il cherche vraiment une direction tout simplement pour ses futurs films, et il cherche toujours en fait un style. Et il a en fait, depuis le tournage de Lola, écrit une comédie musicale en couleur, chose qu'il veut déjà faire en fait dès Lola, mais là il a écrit une nouvelle histoire donc qui s'appelle La Belle Amour, qui va devenir donc les Parapluies de Cherbourg, dont on vous en parlera du coup pour cette deuxième analyse. Mais là, en tout cas, il peut pas le produire en fait tout de suite. Il se fait refuser. Maxence vous expliquera de toute façon tout ça tout à l'heure. Donc là, on se retrouve en fait en 1962 au Festival de Cannes. Demy se rend là-bas avec sa productrice afin de trouver des financements pour les parapluies. Il n'y arrive pas et donc pour se consoler, il va un peu sillonner les casinos de la Côte d'Azur. Il découvre le monde du jeu, de la roulette, des tapis verts, des joueurs compulsifs et des ambiances un peu nocturnes. Et en fait, il va vraiment développer une fascination pour cet univers du jeu. Et il va commencer tout de suite, comme vous l'avez entendu dans la virgule, à imaginer un film et à vouloir faire un film là-dessus. L'écriture, elle se fait très très rapidement, c'est-à-dire qu'il retourne à Paris et en quelques jours seulement, en fait, il accouche du scénario donc de La Baie des Anges et le projet se met très rapidement en place, hein, étant donné que, encore une fois, il garde en fait tout simplement ses collaborateurs, enfin une partie de ses collaborateurs qui viennent de Lola, de son premier film, donc bien sûr Michel Legrand à la musique, et on a aussi Bernard Évin au décor qui revient. Ça, c'est vraiment le noyau dur avec Anne-Marie Cauterets au montage. Disons que ces trois-là vont le suivre quand même sur une grosse partie de sa carrière, notamment la première partie de sa carrière. Et donc, on a tout de même un chef opérateur nouveau. On passe de Raoul Coutard, cette fois, à Jean Rabier. Jean Rabier est jeune, hein, il a à peu près l'âge de Demy, donc la trentaine. Et en fait, lui, il était cadreur pour Henri Decaë, qui était un immense directeur de la photographie en fait des années 50. C'est Henri Decaë. Je connaissais pas forcément le nom, mais il a quand même fait la photo d'Ascenseur pour l'échafaud, Le Beau Serge et Les 400 coups. Donc voilà. Quelques films très importants, effectivement, de la nouvelle vague. Et donc Rabier devient ensuite lui-même chef opérateur après cette formation avec Decaë sur notamment un film de Chabrol, dont il va suivre, comment s'appelle le film déjà, God Louro, et ensuite il va faire Cléo de 5 à 7 de Varda, et il signe donc le dernier film en noir et blanc de Jacques Demy, La Baie des Anges. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des personnalités qui ne sont pas encore connues à l'époque, mais qui sont des personnalités d'importance du cinéma français. On peut notamment citer Costa Gavras, qui est assistant réalisateur sur le film. Ça, c'est quand même impressionnant, quoi. Donc Costa Gavras va énormément en fait être utile sur les repérages notamment, parce que tout va se faire en décor naturel, j'y reviendrai. Et faut dire que même Costa Gavras, c'est la classe, il sortait tout juste d'un Singe en hiver d'Henri Verneuil. Donc bon, enchaîner les deux films, ça a dû être quelque chose quand même dans sa vie. Il n'a pas qu'une bonne carrière de réalisateur, mais aussi une bonne carrière d'assistant réalisateur. Effectivement, ouais, c'est très impressionnant. Et la spécificité aussi, et la singularité, c'est bien sûr les costumes, notamment ceux de Jeanne Moreau, qui ont été faits par Pierre Cardin. Ils ont été vraiment créés spécialement pour le film, ça soit les robes ou les tenues quoi, de soirée. Et à cette époque, il faut le dire, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur le film. Il avait une liaison en fait avec Jeanne Moreau. D'accord, ok. Tout simplement. Donc Demy résume un peu son film comme ça, il appelle le film tout blanc. Il a organisé en fait une bonne réunion de pré-production chez lui avec Varda. Et Costa Gavras l'explique comme ça, je cite: il souhaitait que Jeanne Moreau soit habillée d'un tailleur Pierre Cardin blanc, conduise une décapotable blanche et se meuve dans une chambre aux murs blanchis par la chaux. Rabier, donc le chef opérateur, commença par être paniqué parce qu'à l'époque, aucun chef opérateur n'utilisait le blanc pur, de peur que les contrastes soient trop violents à l'image, mais le choix de Jacques fut le bon.
tant cette symphonie en blanc caractérise la passion qui unit le couple formé par Jackie Demestre et Jean Fournier. Donc c'est vraiment, encore une fois, esthétiquement un choix atypique. C'est vraiment un blanc immaculé, on y reviendra très certainement, qui deviendra l'esthétique majeure en fait de la Baie des Anges et qui a énormément dérouté en fait à l'époque. Au casting, bien sûr, il y a, comme je vous ai dit, l'immense Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, à l'époque, a 34 ans. C'est vraiment un visage incontournable du cinéma français, mais aussi du cinéma mondial. Hein. On peut citer notamment un des premiers films de la nouvelle vague de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud en 58. Elle a aussi joué, si vous n'avez jamais vu ce film, c'est un chef-d'œuvre absolu, La Nuit de Michelangelo Antonioni. Elle joue avec Mastroianni, donc c'est quand même pas rien. Et puis en 62, c'est aussi Jules et Jim de François Truffaut qui l'installe définitivement en fait dans cette nouvelle génération et ces nouveaux visages. Même si en réalité, si on remonte dans les années 50, elle avait des premiers rôles, mais disons que là, vraiment, ça devient une personnalité majeure, tout simplement, de ce nouveau cinéma français. Et on peut également citer la même année que Jules et Jim, Le procès d'Orson Welles. Voilà, elle joue quand même aux côtés d'Anthony Perkins, de Psychose. Donc c'est vraiment, encore une fois, Jeanne Moreau, une de nos meilleures actrices, hein, tout simplement, qu'on a connues en France, et quelqu'un qui a du flair, quoi. Qui a du flair et qui a traversé chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre depuis la fin des années 50. C'est vraiment très impressionnant. C'est vrai que... Et donc, elle est... Qui est décédée en 2019, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui était aussi quelqu'un qui même a avant, beaucoup je crois que je te dis une connerie. Non, c'est peut-être ça, t'as raison. Ou peut-être un peu avant. Ouais. Mais en tout cas, je sais qu'elle a beaucoup travaillé au Festival d'Angers, notamment, et qu'elle mettait en avant vraiment les courts-métrages... 2019, ouais. Les 2017, courts-métrages 2017. 2017, pardon. Les courts-métrages et les nouveaux cinéastes, en fait. Donc c'est quelqu'un qui avait une passion immense pour le cinéma. Hein. C'était vraiment une grande dame. Et elle fait face dans le film à un tout jeune acteur qui va jouer le rôle de Jean, qui s'appelle Claude Mann. Donc c'est son tout premier rôle. Imaginez, 22 ans, on se retrouve face à cette monstre sacrée du cinéma. Ça a dû être quand même quelque chose. Il a dû être honnêtement très intimidé sur le plateau. Et justement, Jacques Demy, c'est le tour de force, c'est-à-dire qu'il va vraiment s'en servir. On va vous expliquer pourquoi. Pour revenir rapidement sur le tournage, comme je vous ai dit tout à l'heure, Costa Gavras, en fait, à l'automne 62, il a fait énormément de repérage, ce qui fait que tout est tourné presque exclusivement en décor naturel, d'où le fait aussi que ça soit un film qui s'inscrive pleinement en fait dans la nouvelle vague. Donc on a Nice, Monte-Carlo et Cannes, et donc les casinos et hôtels et promenades en fait de tous ces lieux-là, ça devient vraiment un terrain de jeu un terrain de jeu pour le hasard et pour la passion et pour le destin en fait des personnages. Le 1er mars 1963, donc le film sort en salle et il est accueilli plutôt tièdement, mais respectueusement quand même par la presse. Certains critiques sont un peu déconcertés par le minimalisme et la froideur et l'absence un peu de fantaisie qu'il y avait dans Lola, mais qu'on ne retrouve pas dans celui-ci. C'est vrai qu'on va vous expliquer, c'est quand même plutôt radical quoi, dans l'approche, mais d'autres quand même saluent la photographie de Rabier, même si elle a déconcerté, et bien sûr la mise en scène de Demy, et surtout, ce qui a le plus marqué, c'est la performance de Jeanne Moreau. Ouais. J'ai notamment lu une critique de Pauline Kael, donc grande critique américaine encore une fois, qui dans sa critique expliquait que le film ne serait à rien sans l'interprétation et sans la personnalité de Moreau. Honnêtement, c'est vrai qu'elle fait quand même une bonne partie de l'œuvre, même si elle est peut-être un peu caricaturale. À partir du premier tiers du film, enfin après le premier tiers du film, elle est de quasiment tous les plans. Ouais. Exactement. Elle est vraiment au cœur du récit. Mais au fil des années, un peu comme Lola finalement, La Baie des Anges, même s'il n'a pas trouvé un public large en fait tout de suite, au-delà de sa réception critique, il n'y a pas énormément de gens qui ont vu le film. Au fur et à mesure, c'est quand même devenu un film culte et c'est toujours finalement une œuvre un peu méconnue, mais quelque part dont certains aficionados vouent un certain culte, il faut bien l'avouer, et qui est devenu un peu essentiel pour comprendre l'évolution du cinéma de Jacques Demy et ses différentes réflexions autour de la forme. Il le résume très simplement comme ça, et je m'en arrêterai là. J'ai voulu démontrer et démontrer le mécanisme d'une passion. Cela pouvait être aussi bien l'alcool que la drogue, par exemple. Ce n'était pas le jeu en soi. Donc on va partir sur un petit synopsis. Donc on suit Jean Fournier, donc un modeste employé de banque. Il est initié au jeu par son collègue Caron, pas Émeric, mais
Ce n'est pas un antispéciste. Ce n'est pas un antispéciste, c'est un employé de bureau bien conforme. Par chance, en fait, il va gagner. Ça se passe au casino d'Anguin-les-Bains. Il va gagner, il va décider de partir pour Nice et contre l'avis de son père, en abandonnant plus ou moins sa vie. Et il rencontre en fait dans ce sanctuaire du casino sur la Côte d'Azur, sa reine, une certaine Jackie, dont il tombe immédiatement amoureux. Et Jackie n'est pas insensible au charme de Jean, mais les ailes de leur amour vont brûler, peut-être, sous la passion du jeu. Faites vos jeux. 24. Tu es sûr? Écoute, fous-moi la paix, mise comme tu veux, mais laisse-moi faire. Voilà, parlons du film. Parlons du film, peut-être je me tourne vers toi. toi. C'est quoi ton rapport à La Baie des Anges? La Baie des Anges, je l'ai vu pour la première fois il y a 3 semaines. Parce que, comme tu disais, c'est peut-être pas le film dont on pense le plus quand on pense à. C'est pas le Jacques plus Demy. évident, non. Voilà, on pense d'abord évidemment à toutes ces comédies musicales dont on vous parlera dans les prochains épisodes et ensuite là. Mais c'est pas. Même, tu vois, je pense qu'il manque un peu de notoriété vis-à-vis de Lola. Mais ça. C'est encore plus méconnu que Lola, en fait. La Baie Oui, des c'est ça. Anges. Mais ça reste quand même un film dont on entend parler régulièrement. Et c'est vrai que j'étais assez curieux de le voir. Je trouve que c'est pas son plus abouti. Mais je pense que je vais pas regarder aussi son cinéma dans l'ordre chronologique. Donc peut-être que ma perception joue aussi. Enfin, elle est un peu biaisée par la suite de son œuvre, peut-être, qui je trouve est plus marquante et plus impressionnante. On sent que ça reste pas un petit film, mais un film un peu déceptif vis-à-vis de ce qu'il avait en tête au début, c'est-à-dire les Parapluies de Cherbourg, réaliser les Parapluies de Cherbourg. Malgré tout, j'aime bien comment il va jouer avec tout l'univers du casino et du jeu, l'enfermement, le décalage entre la liberté Et en dehors des l'enfermement. casinos et l'enfermement dans le casino, l'écho aussi, parce qu'évidemment à l'époque le son, il n'y avait pas beaucoup de micro HF, je crois, il y avait que des perches, donc évidemment ça capte beaucoup le son, ça résonne beaucoup, on entend les gens parier autour, le son des jetons, le fameux rien ne va plus qui revient régulièrement quand les joueurs, en tout cas les deux protagonistes, s'enferment un peu dans le jeu au fur et à mesure. Ça, je trouve que c'est la façon dont il parle de cette passion, tu disais enivrante et dévorante, des deux personnages qui s'ajoutent à la passion que eux deux se ressentent, en tout cas surtout Jean ressent envers Jackie. Oui, c'est ça. Le jeu, c'est un symbole en fait Oui. finalement de leur propre passion en fait C'est ça. amoureuse, quoi. Exactement. Même si au cours du film on comprend qu'elle ne va un peu que dans un sens et que Effectivement. finalement le personnage de Jackie c'est un peu aussi, elle se sert un peu du personnage de Jean pour en fait gagner au jeu et repartir dans une vie En de. tout cas, rester dans ce mode de vie, quoi. Tout C'est ça, simplement. exactement. Sur le principe, voilà, le film est, je le trouve plutôt réussi en général. C'est vrai le film est très blanc et dès le début, dès en fait la séquence que tu analyseras toi, dès la séquence d'ouverture en fait, le personnage de Jackie porte déjà cette robe blanche, la voiture s'éloigne, comme c'est très ensoleillé, en tout cas toute la Côte d'Azur est très ensoleillée, on le ressent aussi. C'est Et- limite sous-exposé c'est sur ça, certaines exactement. séquences. L'hôtel est aussi, oui, c'est vrai que c'est limite sous-exposé. L'hôtel est Surexposé, très, pardon. oui, pardon, surexposé. On parlait des murs de l'hôtel, mais c'est vrai que, bref, voilà, le blanc est vraiment omniprésent dans le film. D'où La Baie des Anges aussi, ça fonctionne D'où La là-dessus, Baie des quoi. Anges, oui, bien sûr. Ce qui en fait vraiment entre pas en contradiction, mais en contraste avec aussi, du coup, l'ambiance des casinos et la noirceur qui peut se dégager du personnage aussi de Jean qui s'enfonce en fait dans cette passion. Donc voilà, après, sans aller plus loin dans le débat, C'est déjà pas je mal. vais te donner ton avis, je vais te demander ton avis à toi, Maxime. Écoute, moi j'apprécie beaucoup le film, je dois dire. C'est une approche, c'est vrai, beaucoup plus resserrée et minimaliste, notamment dans la mise en scène et dans l'écriture, même si ça reste quand même vraiment dialogué. Mais disons que c'est des dialogues peut-être qui sont moins incarnés, mais justement par cette absence en fait d'incarnation vraiment euh, qui est moins dans l'emphase par rapport à ces autres films. C'est vraiment là, je trouve, qu'il trouve l'originalité, quoi. C'est dans sa forme. Donc on est vraiment focalisé en fait sur ce duo, qui est un duo singulier, hein, il faut quand même déjà le noter, c'est-à-dire qu'on a vraiment Jeanne Moreau qui a plus de la trentaine, qui joue donc ce personnage de Jackie qui est vraiment
voilà, c'est un personnage resplendissant. Elle est à la fois indépendante et en même temps captive du jeu. Et de sa relation finalement avec Jean. Parce que bon, certes, elle l'utilise, mais quelque part aussi, elle y crée une addiction, tu vois, à cette relation autant pour le jeu. Elle emmène un peu avec elle, quoi. Ça. Et le personnage de Claude Mann, au premier visionnage, je m'en souviens, j'avais pas été emballé. Et puis finalement, quand tu le regardes bien, je trouve ça une approche vraiment beaucoup plus réaliste que dans ses autres films. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeune homme en quête d'identité, qui est faussement un peu audacieux. En tout cas, c'est comme ça qu'on te le vend au début, parce que c'est vrai qu'il gagne en fait tout de suite beaucoup en gain. Et tu penses que c'est quelqu'un qui va prendre les devants, qui va être dans le coup. Et en fait, pas tellement, quoi. Il va se servir un peu de Jeanne Moreau pour assouvir en fait finalement une audace que lui-même a pas, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est habile aussi, parce qu'il se fait totalement en fait gommer, effacer par le charisme de Moreau sur les scènes. Et c'est là que le casting, moi je trouve, fonctionne à merveille. Et voilà, c'est vraiment en tout cas ce personnage de Jean, un type qui rêve de fuir un conformisme, mais dont il arrive vraiment pas finalement à s'extirper. Donc voilà, le film est vraiment construit, comme tu disais, en contraste, en contradiction permanente. Et donc Demy dépeint vraiment le jeu à la fois comme un peu une échappatoire, mais en même temps comme une condamnation. C'est ça qui est fascinant aussi avec le film, quoi. Et donc chaque moment de liberté obtenu est finalement un moment retiré. Par rapport finalement à ce qu'ils gagnent et ce qu'ils perdent, tout simplement. Et encore une fois, dans son contraste-là entre l'extérieur et l'extérieur, l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur et l'intérieur, la lumière très présente aussi pourrait paraître comme un truc un peu oppressant, notamment quand ils sont sur la plage. Les corps sont blancs, on sent que le soleil est même assez agressif, et donc du coup l'arrivée dans le casino peut être aussi compris comme un refuge pour les personnages. Et en même temps, il y a quelque chose qui se passe dans ce casino, c'est que les tables et les personnages qui se baladent à travers ces tables-là, on a l'impression d'un cycle interminable, quoi. C'est ça. Qui pourrait commencer dès minuit et se terminer à 23h. Puis tout est beaucoup plus rigide finalement. C'est ça. Il y a une rigidité dans la fragmentation en fait, de la mise en scène. C'est-à-dire qu'on a une approche vraiment quasi documentaire sur certaines scènes. C'est-à-dire que je pense à la toute première où on t'explique les règles du jeu. Il te les explique clairement, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas une facilité, je sais pas, comme dans Casino Royale de le James Bond avec Daniel Craig, où on explique plus ou moins le poker, mais en fait c'est pas tellement l'important. Parce que là on s'arrête à la roulette aussi, parce que dans le casino il y a plein d'autres trucs. Oui, voilà, c'est ça, on s'arrête vraiment à la roulette, parce que la roulette est synonyme de hasard, et le hasard finalement c'est sûrement en fait ce qui fait penser aussi au cinéma de Demy, quoi. C'est ça, il repose vraiment sur cette notion de hasard, son cinéma. Et donc moi ce que je trouve vraiment intéressant effectivement, c'est que contrairement à ces autres films, il y a vraiment une réflexion sur, comme je disais, la fragmentation de la mise en scène, et donc on retrouve des choses qu'on voit jamais dans ces autres films, c'est-à-dire un déferlement des fois d'inserts, de très gros plans. Il est notamment beaucoup plus proche, et il y a une alternance beaucoup plus proche de ces personnages, et il y a une alternance entre la fixité et le mouvement, qui est constante, quoi, dans le film. J'y reviendrai dans mon analyse de séquence, mais c'est assez flagrant. Et puis effectivement, la photographie de Rabier, on voit qu'ils l'ont vraiment pensé, le découpage en fait de Demy avec Rabier, c'est-à-dire que au-delà des cadres, la lumière en fait c'est quasiment, en fait il va sculpter quasiment les noirs et les blancs, aussi pour montrer cette ambivalence et cette opposition en fait entre liberté et condamnation. Et c'est pour ça que je pense que c'est un film fascinant à essayer d'analyser par rapport à son rapport, on va dire, symbolique, qui peut émerger en fait à travers une analyse photographique, quoi. Puis il y a aussi une certaine idée du cycle, c'est-à-dire que le cycle il est vraiment au centre du film, parce que en fait c'est des multiples, presque rise and fall, quoi, un acte, enfin en tout cas Jean qui est un peu un espèce de golden boy, quoi, qui arrive, qui gagne immédiatement au jeu, qui gagne même beaucoup d'argent, et qui sait quand s'arrêter, qui rencontre le personnage de Jeanne Moreau qui elle ne sait pas quand s'arrêter, ils perdent tout au jeu, ils redeviennent pauvres, puis ils rejouent, et là ils regagnent tout, puis ils vont à nouveau tout dépenser, puis regagner, puis tout dépenser, puis regagner. Il y a une espèce de mouvement de dégringolade permanente, une espèce même une escalade où il y a une confiance, puis une illusion de contrôle, une addiction, de la perte, une tentative de survie qui réussit. Et
tout ça est souligné par aussi la musique de Michel Legrand, Bien qui sûr. est aussi avec cette espèce de façon de jouer avec le piano, qui en fait le piano qui s'emballe et qui une mélodie qui recommence, voilà, qui joue sur cette impression-là en tout cas. Et qui crée un sens même en fait avec les cadres et les plans de demi. Moi je Oui, pense bien sûr. notamment alors je crois que c'est leur première rencontre au casino, ils sont à Cannes si je dis pas de bêtises à ce moment-là et Ils et sont en à ils Nice. ils sont à Non. Nice? Ouais. Ils sont à Nice, tu as raison. Non, il y a un Au tout premier début? casino au tout début quand elle se fait C'est pas virer du Cannes? casino, Non, c'est non, à non, Paris. non, Juste ça ils après. se rencontrent pas vraiment. Moi je te Du coup, parle c'est à vraiment de la Nice, première ouais. rencontre, le dialogue entre Ah les bah, 2 c'est à et Nice. les premiers paris. Ouais voilà, c'est à Nice et donc à ce moment-là, à Nice, une fois qu'il a posé un peu les bases de la rencontre, entre les 2, du rapport de force et de l'envie de pari de chacun, d'un coup le jeu, vraiment on est pris dans le jeu directement, il va filmer la roulette et il va créer une surimpression avec le visage de Jean. Ouais. Et là, il y a la musique au piano de Jacques Michel de Legrand, c'est Legrand, vraiment ouais. une pluie lyrique quoi, Mmh. de touches de piano. Ouais. Et donc, Qui rappelle aussi des jetons qui tomberaient ou bien sûr, le jackpot quoi, quelque part. c'est ça, la frénésie en Ouais, fait, c'est ça la frénésie. Ouais. de l'addiction au jeu. Et c'est vrai que c'est, je trouve, une des premières fois qu'il y a une espèce de symbiose à la fois symbolique et signifiante entre la mise en scène enfin pas la mise en scène, mais les plans de demi, la signifiance de ces plans et la musique de Legrand. Et c'est vrai que c'est assez flagrant sur au moins 3-4 moments dans le film. Et moi, je reviendrai sur un de ces moments dans l'analyse. Mais en tout cas, oui, moi, c'est un film qui me plaît beaucoup, qui est en même temps... on a beaucoup comparé le film à la mise en scène de Bresson. Ouais. Ça s'approche effectivement par le côté minimaliste, mais malgré tout, Bresson, il y a toujours des moments d'abstraction, tu sors du réel. Là, je trouve que tu es beaucoup plus collé au réel. Et disons que le texte a quand même aussi une importance. Enfin, il faut dire qu'il y a une continuité aussi dans la manière d'écrire les dialogues depuis Lola, quoi. C'est-à-dire qu'on est entre des réflexions un peu à la Prévert, quoi, sur un quotidien réel, mais en même temps fantasmé. Et en même temps, un aspect effectivement plutôt documentaire, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Et tu vois, on parlait du contraste, ou j'en parlais, je sais plus, du contraste extérieur-intérieur. Il y a aussi, ça fonctionne aussi entre les deux personnages principaux, donc entre Jackie et Jean, avec une Jackie qui représente plutôt l'instabilité constante en fait, liée à l'addiction au jeu, et un Jean qui est beaucoup plus stable, qui sait quand s'arrêter, qui essaye aussi, qui a peut-être aussi conscience vis-à-vis de là où il vient, de ce que représente l'argent. Oui, parce qu'on n'a pas expliqué, mais son père est très rigide, C'est encore ça, une fois. très rigide, qui est un artisan, je crois, et lui est employé de banque. Horloger. Horloger. Ouais, je crois. Donc lui est employé de banque, il me semble, Jean. Tout à fait. Et elle, du coup, est issue de la bourgeoisie. Elle vient de vivre une rupture familiale, en tout cas dans son couple. on Après, comprend. est-ce que c'est expliqué qu'elle vient de la bourgeoisie ou on sait juste qu'elle a une relation avec un homme riche? Oui, oui. Bon, pour moi, c'est lié, mais. Mais en tout cas, elle a tout quitté en fait de sa vie. C'est ce Oui. qu'elle explique aussi. Elle a quitté sa fille, avec qui du coup elle vivait avec son mari. Enfin, ils vivaient à 3 tout simplement, et elle a décidé de quitter cette vie conforme et cette vie rangée et cette vie de privilège. Et pour c'est là où ils pouvoir se rejoignent, justement. C'est là où ils vont Parce se que lui rejoindre, a quitté effectivement, les son deux. père qui refuse d'héberger, il dit, un mec accro au jeu, quoi, ou je sais plus exactement quel est le Non, terme. mais son père le rejette Mais totalement. voilà, son père le rejette, même si on comprend qu'il le regrette un peu, puisqu'il lui renvoie de l'argent quand Jean est en difficulté. Et Jean en joue d'ailleurs, il connaît son père, il sait comment le faire pleurer dans les chaumières, quelque part. Mais voilà, quoi, ça reste aussi un personnage assez immature, et on le comprend aussi vers la fin du film. Non, mais totalement. Moi, je le comparais en off avec toi à Roland Cassard, dont on reparlera dans les parapluies, qui a évolué entre Lola et les parapluies. Et c'est finalement ce genre de personnage. C'est-à-dire que, contrairement à Roland Cassard qui est bloqué à Nantes, lui, on se dit, bon, il gagne, il a eu de la chance, et donc en fait le bonheur va lui sourire en fait quand il arrive sur la Côte d'Azur, et en fait finalement il retrouve ses travers en fait quelque part liés à son éducation, de jamais vouloir prendre des risques et s'affirmer. Oui, c'est ça. Raison pour laquelle en fait il est si attiré par le personnage de Jeanne Moreau qui est Oui. l'exact opposé en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu as aussi ce casino qui, quelque part, une métaphore de la vie.
où en fait jouer revient à prendre des risques. Et du coup, le personnage de Jean, c'est là aussi où il se permet de prendre des risques dans sa vie, qui était une vie, on va le dire, toute tracée au cadre C'est ça, rangé. de cadre de banque, plutôt talentueux, plutôt travailleur, et qui en fait se fait emmener dans le jeu par un collègue qui l'initie, quoi. Et voilà, et donc c'est vrai que tu as cette attraction-répulsion aussi entre les deux personnages, notamment Jackie, pardon, va peut-être un peu plus le rejeter que Jean va la rejeter. Mais en même temps, les deux ont besoin l'un de l'autre, parce que je pense que Jackie, elle comprend très très vite que ce gars-là va lui rapporter de l'argent quelque part, parce qu'il maîtrise tout à fait les codes. Je sais pas lui rapporter de l'argent, parce que finalement, à la fin, bon, ils ont tout perdu. Oui, les deux, mais en tout cas, lui apporter une stabilité peut-être qu'elle n'est pas en capacité d'avoir, en fait, tout c'est ça, simplement. ouais. C'est ça, ouais. Les deux se complètent, en fait, quelque part. Et j'aime l'idée aussi du film d'ouvrir et de fermer sur une iris, tu sais, qui s'ouvre de la Oui, c'est caméra. vrai. Et donc, je lisais sur le critique Berthomier, je crois, sans dire de bêtises, là, qui était proche de Demi, qui a théorisé le demi-monde et qui disait justement les personnages. Enfin, si ça s'ouvre de cette manière, l'iris, en fait, c'est que l'histoire derrière l'écran noir continue en fait à se faire. Ok. Et qu'on les prend à un moment de cette existence. Ouais. D'où le fait aussi qu'ils fassent la même chose, en fait, je crois, sur les parapluies au tout début. C'est pareil, il y a une ouverture d'iris Il me semble, oui. sur le tout premier plan. Et ça explique, encore une fois, le lien entre ces différents films et le fait que, encore une fois, la Baie des Anges, finalement, un peu comme Lola, se termine plutôt bien. C'est ce qu'on se dit, mais que du moins, on ne sache pas vraiment s'ils vont pas y retourner dans cette addiction-là, en fait. S'ils vont vraiment réussir, en fait, à avoir la vie que, notamment, Jean veut avoir avec Jackie. Donc, c'est plutôt une fin en demi-teinte qui interroge plutôt que pose un avis... comment dire pose un avis catégorique, en fait, sur le destin des personnages. On ne sait pas le tenant et les aboutissants de cette histoire, au final. Et d'ailleurs, le film se garde même de tout jugement sur la vie des personnages. Ce qui intéresse Demi, c'est vraiment parce qu'un autre réalisateur aurait justement peut-être porté un regard moralisateur sur les personnages qui jouent au jeu et qui se laissent prendre par cette addiction. Là, on sent vraiment que ce qui intéresse Demi, c'est le mécanisme de l'addiction. C'est ça. Mécanisme de la passion, quoi. Oui, c'est ça. Et en lien évidemment avec la passion amoureuse, notamment de Jean, mais aussi un peu de Jackie. Et voilà. Et du coup, au centre du coup de la Riviera, enfin de la Côte d'Azur, qui est aussi, on le sait maintenant, enfin même depuis longtemps, un lieu où beaucoup de, enfin il y a Cannes, il y a Nice, il y a Monte-Carlo, débauche du capitalisme. Voilà, c'est ça. Qui est un lieu qui a beaucoup vieilli aussi, je pense, plutôt par rapport à l'époque où Demi a tourné les films, mais dans le sens où la population qui s'est modernisé, mais voilà, tu veux dire au niveau de la population. Oui, c'est ça aussi. Oui. Et même l'objet même du casino est un truc un peu désuet, tu vois, aujourd'hui. Il y a toujours de l'addiction à l'argent. Je t'assure, ça fonctionne. Non, sûrement. J'y suis allé il n'y a pas longtemps, j'ai de la famille là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui vont au casino. Ma vision alors, Vraiment, je t'assure. Mais je pensais, tu vois, que les jeunes étaient plus attirés par les paris sportifs, par ce genre de trucs. Ça rejoint, finalement. Oui, effectivement, il y a d'autres jeux maintenant, tu vois, que le casino. Le casino, c'est un petit peu la caricature même du jeu d'argent. Oui, bien sûr, voilà. Mais ça attire quand même toujours énormément. Mais voilà, mais c'est en tout cas, bon, il y en a partout en France, mais c'est vraiment le lieu, en tout cas, du casino qui est là. En tout cas, l'image qu'on a, c'est vraiment là-bas que ça se passe. Il utilise, en fait, d'un point de vue métaphorique, le jeu, l'addiction du jeu, pour finalement le relier à sa conception du tragique amoureux, quoi. Oui, c'est ça qui est génial aussi, et c'est pour ça que le sujet est pertinent, tout simplement. Et c'est tragique parce que les personnages semblent incapables de revenir en arrière, en fait. Une fois qu'ils ont mis le doigt dedans, la musique, en fait, et la mise en scène semble les emporter aussi avec... voilà, c'est malheureusement jusqu'à la chute, quoi, probablement, parce que toi, en effet, à la fin, on ne sait pas véritablement s'il replonge. On sait que... C'est plutôt une interrogation. Oui, c'est ça. Une vraie conclusion, là. Mais on sait que dans les addictions, bon, malheureusement, il y a beaucoup de rechutes. Et à chaque moment difficile, voilà, il y a une potentielle rechute. Donc probablement que les deux personnages vont rechuter.
mais encore une fois, sans jugement. Voilà, on s'intéresse vraiment au mécanisme. Et d'ailleurs, ce qui est le plus intéressant dans le mécanisme, c'est la façon dont tous les personnages vont amener les gens vers en tout cas ceux qui l'entourent vont amener les gens vers le jeu. Donc il y a notamment ce collègue de travail qui va recroiser plus tard, Caron, qui est son collègue de. Oui, c'est ça. Et qui va non seulement l'initier, mais le rattraper aussi qui va le pousser, hein. Oui, qui va le pousser, clairement, et qui va le repousser une deuxième fois dans le film quand ça va moins bien pour Jean. Oui, c'est vrai, il se voit à Monte-Carlo, c'est ça? À Monte-Carlo ou Nice, je sais plus, je crois que c'est Monte-Carlo. Enfin bref, dans un des casinos dans le quand ils ont tout gagné à ce moment-là du film. C'est ça, exactement. Et donc voilà, et Jackie du coup qui elle aussi l'emmène, mais plutôt par on va dire un mécanisme de passion amoureuse, on l'a déjà dit. Peut-être pour rebondir, moi ce que je trouve aussi significatif, c'est que malgré les grosses différences qu'on a soulignées et la nouveauté dans la mise en scène dans La Baie des Anges, on est finalement toujours chez Demy, hein. C'est-à-dire que encore une fois, il y a la station balnéaire, en tout cas l'espace, on va dire un peu c'est vrai, on l'a pas dit encore. Maritime, le lieu de transit, c'est des personnages qui habitent pas vraiment là, hein, qui transitent et qui sont de passage. Et La Baie des Anges, ce qui est impressionnant, c'est qu'il capte pas en fait le glamour. Oui. En fait, qui est propre quand on pense à Cannes, quand on pense à Nice, on pense en tout cas à la Côte d'Azur, on pense au glamour. Là, c'est vraiment une réflexion sur l'errance, notamment à travers le personnage de Moreau, quoi. C'est ça qui est très très impressionnant. C'est vrai qu'elle erre sans argent, quoi. Le premier plan du film, j'y reviendrai, c'est complètement ça, quoi. Oui, c'est ça. Mais puis le dernier plan aussi, du coup. C'est un ange désolé. Oui, voilà, c'est ça. Et référence à Kerouac. Allez lire Kerouac, c'est formidable. Si vous ne connaissez pas. Et d'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est que dès qu'elle a un peu de thune, la première chose qu'elle fait, c'est s'acheter une glace à la fraise, et finalement, elle la jette immédiatement en la donnant à Jean. Donc, manière de dire qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est même pas d'acheter, c'est d'avoir de l'argent. Et ensuite de le perdre. Tu vois, ensuite de le perdre. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de matérialiste. Non, quoi. pas du tout. Ouais. C'est quelqu'un qui aime vivre en fait cette instabilité, tout simplement. Et c'est ça, parce que finalement, les matérialistes, ils s'attachent à l'objet plus qu'à l'argent, alors qu'elle, c'est vraiment. Ça serait plus le cas de Jean d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Jean, il gagne, mais après, il faut arrêter, quoi. C'est ça. Il faut limite placer, il faut faire autre chose. C'est ça. Bah, oui, bien elle, sûr. En fait, c'est clairement. Jeanne Moreau disait dans La Virgule, c'est une représentation du péché. Je dirais plus que c'est une représentation de la destruction. Enfin, tout simplement. Elle a clairement besoin de rentrer dans une forme d'autodestruction en s'aliénant en fait à ça, quitte à être désœuvrée totalement. Et d'ailleurs, elle explique plus ou moins, hein, c'est qu'elle a jamais de thunes pour se déplacer, elle a abandonné sa fille. On se doute bien qu'encore une fois, elle cache un passé vraiment très compliqué. Elle dit pas tout. Et que c'est ça qui fuit. Quoi. Et donc ces deux personnages sont enfermés dans une espèce de cage dorée finalement, qui a pour décor du coup la Côte d'Azur. Est-ce que tu veux passer à l'analyse de séquence? Tout à fait. C'est à ton tour, je crois. Eh bien, je crois qu'on a fini pour la présentation globale. Donc on va passer par l'analyse de séquence dont tu vas nous parler après cette petite virgule. Messieurs, faites vos jeux. Voilà, donc faisons nos jeux. Parlons donc des séquences de La Baie des Anges. Et toi, tu voulais nous parler d'une séquence en particulier. Peut-être que avant de l'écouter, tu voulais la mettre en contexte. Quand est-ce qu'elle arrive dans le film? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle arrive dans... Simplement, c'est l'ouverture du film. Donc je ne peux pas tellement vous contextualiser. Évidemment. Non, mais juste explique-nous vite fait, avant que je passe la musique iconique, explique-nous vite fait de comment se compose la C'est deux séquence. plans, tout simplement. Je vais vous analyser deux plans. Je ne sais pas si on peut appeler ça une séquence, étant donné que ça se passe pas dans le même lieu, mais disons que ça met en relation Jackie et Jean, et ça pose un petit peu les bases à la fois de la mise en scène et puis de l'histoire tout simplement du duo. Très bien. Et sur une musique donc de Michel Legrand, on l'a dit plusieurs fois. Sur le thème du film. Sur le thème du film qu'on vous fait écouter tout de suite.
Donc oui, on a ce premier plan, donc c'est vraiment l'iris de la caméra qui s'ouvre et on a devant nous, le personnage du coup de Jeanne Moreau, donc Jackie, en robe blanche vraiment immaculée, donc de Pierre Cardin, qui erre, toute seule sur la croisette, une croisette qui est déserte. Bon, elle fait pas un regard caméra, mais en tout cas, elle est vraiment prise, de très, très proche, quand l'iris va s'ouvrir et en fait, tout de suite, il y a un travelling arrière, d'une vitesse fulgurante qui se lance, vraiment furibond quoi, dans le mouvement. Avec la musique que vous avez entendue, donc très lyrique, de Michel Legrand. Le paysage défile vraiment à une vitesse complètement folle. Et on finit en fait sur un fondu au noir qui, en réalité, nous emmène au deuxième plan du film qui se retrouve à Paris. Donc le lyrisme cède d'un coup en fait sa place à l'enfermement et la musique se stoppe brutalement en même temps. Et donc ce deuxième plan, on découvre deux employés de banque enfermés dans une espèce de box en fait. En verre. On a un plan en fait moyen qui est extrêmement symétrique, parfaitement composé. Il n'y a aucune ligne de fuite, quoi. Les lignes de fuite sont bouchées. Tout est ordonné et vraiment fixe. Donc on découvre le personnage de Jean, mais qui est de dos. Il est en uniforme noir et il est presque figé par les tâches mécaniques en fait qu'il effectue. Et ce qui est très très fort, c'est qu'encore une fois, il met en opposition ces deux plans. Donc il met en opposition quelque part ces deux personnages. Donc en l'espace en fait de ces deux plans diamétralement opposés, Demy en fait il expose déjà les grandes dynamiques de son film, à savoir en fait l'alternance entre mouvement et fixité, entre errance et assujettissement. Et bon, Jackie apparaît d'abord en fait en perpétuel mouvement, ce qu'elle va être clairement dans le film. Tandis que Jean, lui, il est de dos, il est immobile et il est prisonnier en fait d'un espace géométrique de la banque. Donc c'est deux personnages qui sont fondamentalement différents, mais qui sont destinés pourtant à se rejoindre, étant donné qu'encore une fois, Jeanne Moreau, dans le premier plan, regarde vers la caméra, et quelque part, elle regarde en direction du deuxième plan, qui est le personnage du coup, où il y a le personnage de Jean. Donc les deux sont déjà en fait pas une sorte de champ contre champ, quelque part, on peut appeler ça comme ça. Ils sont ramenés en fait à une liaison quoi, dès le départ. Et donc ces deux plans représentent un petit peu une vision constitutive du tragique amoureux qui traverse la plupart des films de Demy. Et on retrouve vraiment cette vision-là, contradictoire, dans les parapluies, derrière, les demoiselles de Rochefort, Podane et bien sûr une chambre en ville. Voilà, donc c'est ça qui est très très fort, quoi. C'est que de manière assez sobre, comme le disait dans la virgule Mathieu Demy, le fils. Qui sera vraiment, comme il dit aussi, un truc qui sera la sobriété, qui marquera pas Bien du tout sûr. ses prochains films. Donc il explique beaucoup en fait déjà de ce que va devenir le film, ce que seront les dynamiques entre les personnages, et qui exprime fondamentalement la singularité de la mise en scène chez Demy, qui encore une fois est très spécifique pour ce film. Bon, en gros, c'est à peu près mon analyse. Ok. J'espère qu'il vous a Je pensais convaincu. que t'avais vu. Non, c'est vrai que c'est une séquence. C'est deux plans, encore une fois, que j'ai analysé. Oui, hein, c'est donc, deux plans, mais deux plans qui ne sont pas deux simples plans. C'est vrai que Exactement. pour ouvrir le film, c'est quand même. Enfin, on sent que déjà ça sort de l'ordinaire. C'est pas des totalement. plans, c'est pas des ouvertures de films dont on a l'habitude, même vis-à-vis de ses films suivants. On parlera des parapluies de Cherbourg, de tout ce qui s'ensuit après, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui détonne. Voilà, qui détonne. Même dans le paysage de la nouvelle vague, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on parle quand même. Quand je vous dis que le travelling va très vite sur le plan d'ouverture, c'est que vraiment, je demande s'il a pas accéléré au montage. Je pense qu'il a accéléré au montage, et en plus de ça, ils ont mis. Il y a une instabilité aussi, tu vois. Ça, je l'ai pas dit. Et la caméra est attachée à une voiture. On sent qu'elle est attachée à une voiture. Ça, c'est très nouvelle vague pour le coup. Ah oui, non, mais complètement. Voilà, il y a pas de recherche de stabilité. Il faut remettre dans le contexte. On est en 1963. Oui, voilà, c'est exactement. totalement inhabituel de voir un plan comme ça. Et on n'a pas de Steadicam à l'époque. Et on n'a pas de Steadicam, et on n'a pas de gros véhicules avec des bras mécaniques, quoi. Oui, donc, voilà. c'est ça qui est formidable aussi, quoi. C'est un peu de l'artisanat. Le film coûte pas très cher. Hein, non, donc, le film coûte pas très cher, et c'est pour puis ça sur que... la musique de Legrand, enfin c'est vraiment. Il est en fait, magnifique, ce plan d'ouverture. C'est assez grand. C'est vrai qu'il paraît assez grandiose en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur La Baie des Anges, Maxime? Non, moi on peut conclure là-dessus en tout cas. Eh bien, concluons. Oui, juste inviter les gens tout simplement à aller le voir. Oui, il est dispo sur MyCanal et sur Mubi, je crois.
Mubi Non, il est plus dispo sur MyCanal. Il Ah. est dispo sur Mubi seulement. Mubi, très Et bien. Je l'ai après, vu vous sur pouvez Mubi, ouais. effectivement le prendre en VOD. Ou le enfin, télécharger louer, illégalement. le comme télécharger d'hab. illégalement, ouais, Ne vous effectivement. privez pas de ce plaisir. Mais en tout cas, il y a une très belle restauration. Je tiens à le Oui, dire. c'est vrai. On n'a pas parlé, mais Meilleur Ciné que celle de Lola, Tamaris, hein. Ciné Tamaris, la boîte de production De la famille, Agnès Varda de la famille et de la Varda. famille Demi Varda, a restauré ce film en partenariat avec la Cinémathèque, je crois qu'il y a une dizaine d'années. Et Ouais. franchement, essayez de voir la restauration. Ouais, Enfin, c'est franchement, elle est très très belle. C'est bien mieux que celle de Lola, je trouve. Bah, vraiment, Oui, non, mais bien sûr. Alors peut-être que le film aussi, c'est plus maîtrisé aussi globalement. Peut-être que techniquement, Coutard a fait un moins grand boulot que Jean Rabier. Je sais C'est pas, possible. peut-être. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'elle est d'une très bonne qualité et ça fait plaisir de pouvoir voir ce genre de film en excellente qualité chez soi. Voilà. Je crois qu'il a compris. Tu connaissais? Rien ne va plus. Rien ne va plus, mais tout va bien avec Maxime, parce que là, on va vous parler d'un film d'une catégorie bien particulière, celle des films matriciels pour le réalisateur, mais aussi pour un cinéma national, voire mondial. Ce film, c'est celui de l'invention d'un nouveau langage. Ce film, c'est Les Parapluies de Cherbourg. Mais au moment où tous les metteurs en scène, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux, tiennent absolument à faire vrai, vous tournez délibérément le dos à la vérité. Les gens ne chantent pas quand ils demandent du sel au restaurant ou quand ils veulent qu'on ferme une porte à cause des courants d'air. Pourquoi est-ce que vous faites chanter des gens qui n'ont aucune raison de chanter? Mais je crois que le chant est une expression naturelle, de toute façon. Enfin, que Mais ça vous n'est pas. voyez, vous, justement, dans un restaurant, dire donnez-moi de la tarte aux pommes en chantant à la serveuse, ce serait charmant d'ailleurs, mais Pourquoi pas? Justement, ce serait une façon d'agrémenter l'existence. comme vous n'osez pas le faire dans un restaurant, vous l'avez fait faire des acteurs. Ah, mais j'ose aussi le faire au restaurant. C'est vrai? Ah oui. Je crois qu'on déjeune ensemble. Jacques a présenté les Parapluies de Cherbourg à plusieurs producteurs. Et la plus drôle réponse était celle de Bourgard qui a dit « Oui, d'accord, c'est une belle histoire, mais ce serait mieux s'il n'y avait pas de couleur, ce serait moins cher en noir et blanc, et puis pas de musique, est-ce que vous voulez pas le faire en parole, en normal ?» Évidemment, Jacques ne voulait pas. Dieu merci, il a rencontré Mac Bodard qui s'est emballé sur le sujet. Un film chanté et tout à fait hors de toutes les normes de ce métier où on n'aurait fait que répéter les choses qui ont déjà été faites. Et c'est pour ça que ça m'a plu. Puis Jacques m'a plu et j'ai pensé qu'on allait partir pour une grande aventure. Et à l'enregistrement des voix, les comédiens et comédiennes et les chanteurs et chanteuses étaient ensemble. Et ils travaillaient ensemble. Ils disaient non, alors tu vois, les comédiens disaient moi je pense que je dirais ça un petit peu plus comme ci et comme ça. Là j'irai plus vite, là j'hésiterai un peu. Et on a comme ça rapproché les uns et les autres de façon à être le plus proche possible de la parole qui était notre vrai but. Mais ils étaient très efficaces. Et quand Michel trouvait vraiment un thème qui était beau, il nous appelait, alors on allait écouter, il disait « ça, c'est le moment du troisième mouchoir ». Parce qu'ils avaient vraiment le désir de faire pleurer le public. Ma petite Geneviève. Ma petite fille, tu es folle. Est-ce qu'on pense au mariage à 16 ans, 17 ans? Amoureuse. Est-ce que je suis trop laide ou trop bête? Mais non, tu n'es pas laide, tu n'es pas la merveille des merveilles. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traité de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Voilà, vous venez d'entendre dans l'ordre donc Jacques Demy, Agnès Varda, Mac Bodard, et donc fini par le trailer
des parapluies de Cherbourg qui a été restauré il y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, je crois, en même temps que la Baie des Anges, par la même société de production, il me semble. Ciné Tamaris. Ciné Tamaris, donc la maison de production de Demy et de Varda, de la famille Demy Varda en tout cas. Voilà, donc moi je suis très heureux de vous parler de ce film. C'est peut-être pour ça que j'ai demandé à Maxime qu'on fasse cette rétrospective avec aussi les Demoiselles de Rochefort. C'est un des films très importants pour moi que je mets dans mon top très 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 haut de mon top historique. Voilà, j'ai une vraie passion pour ce film en tout cas personnellement, et donc je suis très heureux de vous en parler. Pour passer très vite sur l'équipe du film, on va retrouver les gens qu'on voyait déjà sur la Baie des Anges en partie. Donc il y a Jacques Demy évidemment qui a la réalisation, qui est cette fois assisté de Jean-Paul Savignac et non plus de Costa Gavras. C'est aussi Jacques Demy qui a écrit le scénario. Évidemment Michel Legrand fait la musique et écrit les paroles avec Jacques Demy, et c'est aussi lui qui fait la direction musicale, parce que vous l'aurez compris, c'est une comédie musicale d'un tout autre genre. C'est un musical. C'est un musical, exactement. Je sais pas si on peut dire comédie musicale, enfin, il faudrait débattre après sur le terme. C'est vraiment un musical. Et au décor, c'est très important. Il y a Bernard Évin, assisté de Pierre Lecavelier. Vous comprendrez que les décors sont extrêmement importants, tout comme les costumes qui ont été faits par Jacqueline Moreau. Et on va retrouver à la photographie Jean Rabier, qui était déjà là sur la Baie des Anges, Anne-Marie Cotterêt au montage, et à la production, donc la fameuse Mac Baudard. Mac Baudard, très, très importante pour la création de ce film. Parce que voilà, tu le disais sur la Baie des Anges, la Baie des Anges est un peu le film qui arrive parce que Jacques Demy ne peut pas faire les parapluies de Cherbourg au moment où il souhaitait le faire. Exactement. De trouver des producteurs. Bon, déjà pour parler de la genèse. Voilà, Jacques Demy, c'est un cinéphile depuis son enfance. Il est nourri par le travail d'œuvres qui l'ont marqué. Tu avais parlé de Robert Bresson tout à l'heure, mais il y a aussi Jean Cocteau, Max Ophuls qui font partie de ces figures tutélaires. On pense bien sûr aussi à Marcel Carné, au réalisme poétique. Oui, évidemment. Et il y a aussi donc les grandes comédies musicales hollywoodiennes qui lui arrivent après la guerre. Et on comprend qu'il inspire déjà depuis le début de sa carrière. On en avait parlé dans Lola. Parce que voilà, ce film, c'est une volonté qui existe depuis vraiment le début de sa carrière, la volonté de faire une comédie musicale à la française. Lui, il va citer évidemment les Chantons sous la pluie, bon, on en parlera tout à l'heure, mais qui est une grosse référence, en tout cas, rien que dans l'ouverture des parapluies de Cherbourg. Donc voilà, on assiste évidemment à ce ballet de parapluie. Il y a toute une mise en scène aussi du playback qui va inspirer Demy et qui va déterminer aussi la mise en scène de son film. Voilà. Et puis on a aussi un travail qui va rappeler, donc je le disais tout à l'heure, celui de Max Ophuls sur Lola Montez, pardon. La Dame du Bois de Boulogne de Bresson, et puis voilà, et aussi plein d'autres films qu'on vous invite à regarder, en tout cas de ces grands réalisateurs. Donc, comme je le disais, c'est un projet qui a déjà une longue histoire, parce que le tournage, lui, commence à l'été 63, sauf qu'en 61, Demy a déjà rédigé la continuité des séquences d'un film qui s'appelle La Belle Amour. Et dans les premiers brouillons, le cadre, c'est un magasin de disques ou de gants. Le titre définitif est trouvé en 61, quand en fait le réalisateur, donc Demy et Michel Legrand, travaillent à élaborer la musique en fait du film, parce que du coup Legrand a convaincu Demy d'en faire un film musical avec des dialogues intégralement chantés. C'est la particularité du film. Évidemment, c'est la première fois que c'est fait, en tout cas en France. Et que Demy est impliqué aussi dans l'écriture des dialogues. Il est parolier, très clairement. Il est parolier, clairement. Et donc l'essentiel du dialogue et de la musique est déjà rédigé en mai 62, et justement Demy sera avant la Baie des Anges. Avant la Baie des Anges. Il sera au Festival de Cannes pour tenter de trouver un financeur en vain. Si le projet est si long à mettre en place, c'est qu'il y a pas dans les structures du cinéma français de place pour ce genre de film. Sur la base des succès médiocres des comédies musicales hollywoodiennes dans l'Hexagone, il y a des producteurs qui sont convaincus qu'en fait ce genre n'est pas fait pour le public français, à l'exception des films à chansons portés par une vedette, les parapluies pour eux sont voués à un échec commercial cuisant,
Et donc, voilà, Demy et Legrand vont faire des démarches commerciales pendant de longs mois, sans succès. On avait l'anecdote tout à l'heure sur L'Abbé des Anges de Beauregard qui voulait le même film, mais en fait sans musique et sans couleur, ce qui aurait été dommage parce que, évidemment, c'est deux choses très constitutives de ce film-là. Et donc, voilà. Et finalement, sur les conseils d'un ami metteur en scène, Demy va se tourner vers le patron du quotidien François, donc Pierre Lazareff, qui va le présenter à sa compagne Mac Baudard, nouvelle productrice, et qui est vite convaincue en fait de l'intérêt du projet de Demy, et ce malgré l'échec commercial du film qu'il vient de produire. Voilà, elle avait quand même aimé Lola, donc le film qu'il vient de produire, c'est Lola. Et puis c'est elle aussi qui a produit Cléo de 5 à 7 de Verdun. voilà, Il va exactement. produire Au hasard Balthazar aussi de Bresson. Donc Oui, une personnalité très importante dans la production des années 60 en France. Hein. Tout à fait. Et vous l'avez entendu dans la virgule, elle est fascinée en fait par l'histoire, par l'idée de faire quelque chose de très neuf. Et ce film est très neuf en 64, en tout cas, enfin en 62 et en 63 et en 64 du coup. Et en fait, elle va trouver les financements nécessaires, donc ils sont de 1 300 000 francs, qui, grâce à Pierre Lazareff... Ce qui paraît ridicule par rapport à ce qu'elle filme. Enfin. C'est ça, c'est ça. Bon, avec l'inflation, je suppose que c'est beaucoup plus. Mais voilà, Pierre Lazareff, donc son mari, propriétaire de François, va convaincre la Fox d'apporter les premiers fonds. Et en échange, Lazareff va leur produire un reportage sur le tournage du jour le plus long dans son émission 5 colonnes à la une, voilà, qui était une grande émission française, en tout cas sur l'ORTF. Je ne sais pas si c'était encore l'ORTF, mais en tout cas, c'était une des grandes émissions de reportage. C'est jusqu'en mai 68, non ? Même au-delà, oui, non, t'as raison, c'est ça. Donc, début des années 70. Ouais. Je crois que c'est en 71 que ça explose. Voilà. Et donc, du coup, il va traiter évidemment du film, de ce film-là dans 5 colonnes à la une. Donc voilà, comment ils ont trouvé les financements. Jusqu'à la fin du tournage, la situation financière elle reste fragile. La productrice, elle projette régulièrement donc Mac Baudard projette régulièrement des extraits de séquences tournées afin de trouver encore de nouveaux fonds. Et les dirigeants de la Fox, eux, qui sont convaincus aussi que le film ne va connaître aucun succès commercial, veulent qu'il soit d'abord diffusé en province. En fait, et pas à Paris. Et donc Mac Baudard, elle va devoir se battre et convaincre le réseau Publicis de programmer les parapluies à Paris, en fait. Et donc vers l'achèvement du projet, même aucun distributeur n'a été trouvé, en fait. Et Pierre Lazareff, en fait, va contacter les frères Siritsky, qui sont des distributeurs qui avaient refusé le film, et qui va les sommer de s'en charger en les menaçant de ne plus jamais parler de la production dans les journaux s'ils ne le faisaient pas. Donc, voilà. C'est pas rien quand même cette histoire. Ça montre bien aussi la résistance d'un cinéma traditionnel à la modernité. Hein. C'est un film qui a été fait, mais avec beaucoup de contraintes, et qui aurait pu très bien ne jamais exister à cause des distributeurs, à cause des producteurs. Et là, il a fallu quand même la pression d'un patron de presse très très puissant, mine de rien, François, pour faire plier les distributeurs. Et c'est intéressant aussi de voir l'économie du cinéma qui, quand elle se met en branle, peut vraiment empêcher la sortie d'un film qui finalement a eu une palme d'or. Donc voilà, ça reste intéressant. Donc, on l'a dit, Legrand, il connaît Demy depuis très longtemps. Ils ont travaillé sur L'Abbé des Anges, sur La Luxure, sur Lola ensemble. Et donc là, ils vont vraiment travailler étroitement. Ils sont devenus amis, tout simplement. Ils sont vraiment devenus amis, ils vivent quasiment ensemble. Ils vont vraiment travailler étroitement donc, sur ce projet. Dans la première moitié de 1961, l'inspiration même ne vient pas. Et donc, Demy va douter de la viabilité du projet à cause de ce manque d'inspiration, le syndrome de la page blanche. Et c'est en novembre de cette même année que le déclic va se produire. Dans la résidence de Demy, donc à Noirmoutier, Legrand il va jouer des compositions au piano et Demy va chanter. Et le premier air en fait qu'ils vont définir, c'est celui de Madame Emery à la bijouterie, notamment nous sommes dans une situation difficile. Enfin, voilà, bref, je l'ai pas très bien, mais vous l'aurez compris. Et donc voilà, Michel Legrand, il va estimer que le travail de composition, lui, s'est révélé plus facile que pour les Demoiselles de Rochefort même, parce que même si voilà, les Demoiselles de Rochefort c'est d'un naturel plus joyeux. Parce que voilà, ce travail. Peut-être pas d'un naturel, justement. C'est plus Les Parapluies qui est. Encore une fois, c'est un film entièrement chanté et c'est un film qui incorpore. Bien sûr, ouais. Des phrases du quotidien, quoi.
C'est ça, exactement. Donc c'est aussi là-dessus. Donc voilà. Et puis c'est même, je pense, plus amusant de travailler sur ce genre de comédie musicale parce que il le précise aussi dans la virgule, les acteurs et les chanteurs vont travailler en étroite collaboration pour et se c'est pas des rapprocher. chansons en fait normales. C'est peut-être ça aussi que tu C'est voulais ça. dire, quoi. Oui, bien sûr, oui. C'est que c'est encore une fois du chant très particulier, quoi. C'est ça. Parce que du coup, le travail avec Demy, il va être intéressant parce qu'il va reformuler les paroles en fonction des mélodies. Et il va évaluer le temps des déplacements des acteurs. Et le grand, lui, en fonction de ce temps de déplacement, va modifier une mesure. Et donc, finalement, ça va créer une sorte de symbiose quasi parfaite avec l'aide de la sœur de Michel Legrand, donc Christiane Legrand, qui va enregistrer une première version sur cassette destinée aux producteurs. Pour essayer de les convaincre. Pour essayer de les convaincre. Et donc, même si la production du film est assurée, il faut trouver parallèlement un éditeur de musique qui assure la prise en charge de la bande musicale, ce qui représente entre 25 et 30 millions d'anciens francs. Mon Dieu, la production. Et donc Legrand va embaucher des musiciens et commencer l'enregistrement sans certitude qui pourra les payer. Et c'est avec l'aide donc, de Francis Lemarque, un ami de Legrand en fait, que Legrand et Mac Baudard vont pouvoir coproduire la bande musicale qui encore dispose sur même des plateformes de streaming. Voilà, vous pouvez entièrement écouter le film sur Spotify, Deezer, Qobuz, voilà l'appli que vous voulez. Donc le choix de Catherine Leneuve, il s'est imposé à Demy en 61, dès 61, date à laquelle il va lui proposer le rôle. Il a découvert, lui, au début de 61, donc de 1961, dans L'homme à femme de Jacques Gérard Cornu. Même si le film ne se fait que 2 ans plus tard, Deneuve va accepter parce qu'elle est sensible en fait à la confiance que lui témoigne le metteur en scène. Et d'ailleurs, l'actrice Deneuve était enceinte de son premier enfant et le réalisateur va accepter de repousser du coup le tournage du film pour pouvoir la faire jouer dans ce film-là. Donc c'est dire à quel point il lui fait confiance. Faut savoir que Deneuve, elle est hyper reconnaissante d'avoir tourné avec... c'est son premier grand rôle au cinéma. C'est son premier grand rôle et c'est lui en fait qui l'a façonné et elle était toujours d'ailleurs quand elle en parle, elle en parle avec beaucoup d'émotion. Elle était presque, elle le remercie. Elle avait quoi, 18-19 ans, non? Quelque chose comme ça? Non, elle avait 20-21, il me semble. Elle avait 20-21. Ouais, elle était un peu plus âgée que ça. Par contre, en effet, elle occupe un rôle... quand même très jeune, quoi. Elle occupe un rôle d'une adolescente de 16 ans. Pour Madame Emery, donc la mère de Geneviève, le réalisateur donc, va songer à Micheline Presle, avec qui il a travaillé donc, sur le film des 7 péchés capitaux et donc notamment La Luxure, le film qu'il avait réalisé... Elle est de 43, de 9 ans. Donc oui. si tu calcules... Voilà, le calcul là tout de suite, ça va être compliqué. Non mais elle a 20 ans quoi. Oui, elle a 20 ans, ouais, c'est ça. Elle oui, a 20-21 ans, ouais, c'est ça. Donc c'est impressionnant. Hein, ouais. quand même. C'est ça. Elle a déjà ce visage immaculé à son âge. Et donc, et à Daniel Darieux, donc l'idole du réalisateur, je l'ai déjà dit, et qui ne jouera pas dans son film parce que Micheline Presle va refuser le rôle parce qu'elle ne veut pas jouer le rôle d'une mère et Demy n'a pas le budget pour Daniel Darieux. Il va se consoler, vous le saurez, avec les demoiselles de Rochefort. Et donc il va se tourner vers Anne Vernon, qu'il a vu dans des films de Jacques Becker, notamment, et vers Marc Michel qui va reprendre donc le rôle de Cassard, je l'ai dit, qu'il avait tenu dans Lola. Et pour finir sur le casting, Guy, lui, qui est interprété par Nino Castelnuovo, avait déjà interprété un rôle dans Rocco et ses frères parce que c'est un acteur italien. Et c'est ça aussi l'avantage de Luciano Visconti. Avec Alain Delon. Alain Delon notamment. Et c'est ça l'avantage de pouvoir doubler entièrement les acteurs, parce que les acteurs sont entièrement doublés par les chanteurs. C'est ce qui se passait dans le cinéma italien avec les acteurs français aussi, quoi, à l'époque. C'est ça, exactement. C'est qu'on peut faire jouer des acteurs de tout type de nationalité. Et bon, là en plus, c'est un film chanté. Donc ça se justifie encore plus. On peut faire jouer tout type de nationalité et se concentrer sur le visage et l'expression. On reprendra ça d'une manière encore plus probante dans Les Demoiselles de Rochefort. Tout à fait. Et on en parlera donc dans le film. L'expression des acteurs est extrêmement importante. Tout est quasiment surjoué pour coller un peu au récit et voilà, à la manière presque des films. Pour accepter le chant, tout simplement. Aussi, ouais. C'est un film qui a eu un parcours assez exceptionnel dans le cinéma mondial et qui aujourd'hui inspire et un emblème tout simplement et un emblème et inspire des films
très récent, bon, La La Land, même, Bien sûr. peu importe. Damien a beaucoup aimé le film. Damien a beaucoup aimé le film. On pense qu'il a beaucoup aimé le film. En tout cas, Avec les demoiselles, vraiment, ouais, il a bien pioché dedans, quoi. Voilà, et d'autres, même, tu vois, Partir un jour, la façon de chanter des acteurs, et très récemment, voilà, c'est l'an dernier, Partir un jour, et la façon de traiter la D'ailleurs, chanson. ça se retrouve même dans Annette de Scarax, même Oui, si oui, c'est non, une bien sûr, manière ouais. autre, quand même, d'imaginer la comédie musicale. Voilà. On a des restes, finalement. C'est un film qui a eu beaucoup d'héritiers, et en même temps, c'est un film totalement unique qu'on n'a jamais vraiment réussi à nouveau à faire, quoi. C'est ça qui est assez fou, quoi. Bah, c'est ça, parce que. Et c'est lié aussi à son succès en salle. Bien sûr. On l'a dit, personne n'y croyait, mais à sa sortie, le film, c'est quand même 1 million d'entrées quasiment en France. Qui est le plus beau succès public de 2000. Voilà, et puis surtout, Palme d'Or et prix Louis Deluc. Non, mais bien sûr. Donc voilà, succès de critique et populaire. Je pense qu'on peut dire que c'est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et donc voilà, donc c'est un film, tu l'as dit, très, très important de l'histoire du cinéma, et qui, de bascule. On l'a pas encore dit, mais invente un langage pur et une façon de chanter la comédie musicale à la française, qui va reprendre partiellement dans Les Demoiselles de Rochefort, et qui reprendra entièrement dans une chambre en ville, qui est aussi un de ses plus grands films, dont on vous parlera dans quelques épisodes. Au niveau du synopsis, Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. Donc la jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste, mais celui-ci part pour la guerre d'Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier. Mon amour, oh mon amour, Geneviève, ma petite Geneviève. Guy, je t'aime. Tu sens l'essence. C'est un parfum comme un autre. Voilà, après ce long contexte de production très animé, mine de rien, un des films, je pense, les plus improbables. Une sacrée aventure, ouais. Une sacrée aventure on était. Voilà, il a failli pas exister, hein, clairement, donc voilà, et ça aurait été bien dommage. Voilà. Toi, tu as revu le film hier soir, Maxime, il me semble. Oui, pour revenir Qu'en un as-tu petit pensé ? peu, alors moi j'ai revu le film hier soir. La première fois que je l'ai vu, c'était il y a pas si longtemps. Je l'ai loupé pendant des années. Moi j'avais vu Les Demoiselles de Rochefort assez tôt, je pense vers ouais, une vingtaine d'années. J'ai dû voir Les Demoiselles de Rochefort, à peu près à la même époque que Lola. Et oui, effectivement, Les Parapluies de Cherbourg, c'est la deuxième fois que je le regardais. Et non, je trouve vraiment que le film est un émerveillement, hein, tout simplement. Hein. C'est un ravissement incroyable. C'est, comme tu disais en préambule dans le contexte, unique dans le cinéma français des années 60, mais dans le cinéma en réalité tout court. C'est vraiment une bascule. Moi, j'ai essayé de comprendre vraiment pourquoi c'était si singulier que ça, et du coup, comment cette forme en fait du chant en continu, est-ce qu'elle était vraiment, c'était la toute première fois, et du coup, je suis remonté un petit peu dans mes recherches. Jusqu'à Abel Gance, en réalité, qui avait réalisé un film en 39 du nom de Louise, et qui est la première forme connue. Bon, là, c'est un opéra chanté, mais voilà, c'est la première forme connue du chant continu dans un film. Là, la grande originalité, effectivement, des Parapluies de Cherbourg, c'est que ce chant en continu s'inscrit dans une histoire originale qui va dépeindre la quotidienneté et la banalité en fait de personnages plutôt modestes. En tout cas, il y a une certaine opposition entre, on va dire, prolétariat et petite bourgeoisie de province. Mais c'est voilà, pas non plus la grande bourgeoisie parisienne. c'est pas les histoires de studio en fait de comédie musicale américaine, quoi. Ça n'a rien à voir. Et donc, on peut dire vraiment qu'il crée ce nouveau langage par l'aspect en fait de la langue, tout simplement, qui est employé, et qui crée en fait un déroutement au premier visionnage. C'est assez dingue. Et en même temps, on voit très clairement, je faisais le lien tout à l'heure pendant le début de ton contexte, il y a une grosse inspiration du réalisme poétique, quoi. Oui. C'est-à-dire que même au sein du film, il y a un personnage d'une femme un peu frivole qui s'appelle Jenny. Ouais. Et qui couche Oui, avec le c'est vrai, personnage c'est vrai. de Guy, et qui est clairement une référence au premier film de Marcel Carné. Je l'avais relevé aussi. Ouais, c'est sûr et certain. Et pour le coup, ça se sent, quoi. Tu vois, il y a une matière, encore une fois, du quotidien, et en même temps des envolées lyriques
très très écrites qui font penser effectivement à Prévert, hein, très clairement, et à Carnet. Et donc, oui, on a des décors tout bonnement hallucinants, d'une palette de couleurs et d'une palette vraiment Ouais, j'en parlerai dans la liste dans très l'analyse de éclectique. séquence. Ouais. Non, mais j'imagine. Et moi, ce que j'adore, c'est sa mise en scène. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur des longues prises, quasiment des mini-plans séquences, quoi, qui, comme disait Maxence un peu pendant le contexte, travaillent vraiment le déplacement des comédiens. En plus, ça, c'est pas des comédiens qui dansent. On ne danse pas dans ce film. Donc, c'est des- Oui, ils dansent pas, mais les mouvements de caméra, les caméras les font danser. Si tu veux, pourquoi pas. Mais en tout cas, la grosse différence notable, encore une fois, c'est que quand on est habitué à Chantons sous la pluie, Chantons sous la pluie, il y a des numéros de claquettes, Évidemment, il y non, a c'est des numéros clairement de danse pas- époustouflants. Là, on est vraiment sur des C'est pas Jim personnages Kelly, qui ouais. marchent Oui, bien sûr. principalement, tu vois. Donc oui, même si effectivement on peut avoir une autre sensation avec la caméra, Mais le mouvement est apporté par la caméra, c'est ce que je voulais dire. bien sûr. Mais après, ce qui est notable, c'est que à la fois il y a ces plans, du coup ces mini plans séquences en mouvement, mais il y a aussi en fait des cassures par des plans fixes, par notamment des espèces de plans, en fait, des gros plans de portraits des personnages, par exemple, qui vont s'arrêter au niveau d'un papier peint. Tu vois, je pense surtout beaucoup dans la maison entre Geneviève du coup et sa mère. Ouais. Sur cette espèce de confrontation en fait de génération. Il va aussi briser le 4e mur avec au moins 2 ou 3 regards caméra. Ouais. Ça, c'est quand même impressionnant. Des Je plans veux dire, subjectifs. je pense qu'honnêtement, dans une comédie musicale, c'est du jamais vu. Ouais. Et au-delà de ça, effectivement, on t'en reparlera, mais il y a ce fameux travelling arrière où en fait Où les les personnages personnages sont lévitent. placés sur le chariot et vont ouais, effectivement être suspendus dans le vide, quoi. Et c'est d'une poésie assez dingue, et encore une fois, quelque chose qui déroute parce qu'il ne fait pas partie du tout du langage en fait de la comédie musicale américaine, et on voit qu'il se réapproprie totalement des codes pour en faire tout autre chose. Et c'est ça qui est extrêmement revigorant aussi avec ce film, c'est ces petites brisures, voilà, justement dans la mise en scène. Et je pense à une dernière chose, c'est peut-être le montage un peu cut des rues vides juste après que les deux personnages aient fait l'amour et que Guy part bientôt en fait pour son service militaire. Je trouve En Algérie, ouais. En Algérie, ouais, pour son régiment, comme on disait à l'époque. Et c'est la spécificité, en gros, c'est que c'est à la fois un film qui reprend ce langage du classicisme, de la comédie musicale, mais avec un regard nouveau d'un metteur en scène qui clairement fait son film le plus peut-être personnel, autant que Lola du moins. Et c'est-à-dire qu'on retrouve encore une fois tout le demi-monde, tout l'univers de Demi. La première incursion du demi-monde dans. Ah oui, parce que ça crée très des liens net. effectivement entre Roland Cassard dans Lola qui là revient. Et oui, on voit qu'il y a une continuité. Donc là, ça va plus être Nantes, ça sera plus la BD, enfin Cannes et du coup Nice. Ça va être Cherbourg, et la ville de Cherbourg qui est, je pense, à jamais attachée à ce film. Enfin, c'est quand même complètement dingue ce qu'il arrive à en faire. Comme Rochefort et comme comme Rochefort globalement. Oui, parce qu'après Podane, il n'y a pas vraiment de. Oui, c'est un conte, c'est différent. J'allais citer Lola, mais non, Lola, il y a d'autres films à Nantes. Non, mais voilà. En plus, ça fait partie du titre et quel beau titre, quoi. Enfin, moi, je pense au plan d'ouverture qui. Avec les parapluies. Avec les parapluies, et puis c'est surtout un plan qui, d'abord, en fait, c'est un plan demi-ensemble qui filme le port de Cherbourg, et d'un coup, on a cette bascule où la caméra va panoter vers le bas et ça va créer un top shot, et puis là, il y a une espèce de balai de parapluie. Sous une pluie, et bon, un plan qui a été repris partout après derrière. Ah, mais un plan qui a été repris partout parce qu'un plan d'un sublime même absolument sidérant, quoi. Jusqu'à Conclave il y a pas longtemps. Bon après c'est pas le même sens, mais ouais, c'est marrant. Non, puis avec le thème magique composé par Legrand, voilà, c'est vrai qui joue évidemment. Et là voilà, c'est là-dessus que je voulais reprendre aussi, c'est que ce thème musical, on vous parlait dans le premier épisode de l'easy listening dans la biographie de Michel Legrand. Là on y est clairement, c'est-à-dire que tout se marmonne, tout se chante, tout voilà, tout aficionados du rythme, ou quelqu'un qui fredonne, voilà, tout se fredonne en fait, tous les airs peuvent se fredonner. On va vous en faire écouter quelques-uns au fur et à mesure des catégories qui s'enchaîneront autour de ce film, mais voilà, tout ça ressemble beaucoup au quotidien de la jeunesse de Demi, en fait, si oui, on l'expliquait là on y est clairement, c'est ça, tu vois, c'est des trucs très très faciles à chanter, quoi. Et donc même sans les paroles ni rien, et donc c'est ça aussi avec des arrangements
arrangement assez extraordinaire derrière aussi, Oui, c'est ça aussi, qui est fou, ouais, quoi. évidemment, ça reste Michel Legrand qui est un des plus grands compositeurs, on le rappelle, français. Mais voilà, et donc ça joue aussi dans l'amabilité du film. C'est qu'on on ressort avec le sourire, quoi, malgré la gravité des sujets. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dialogues qui, en étant chantés, ne ressemblent plus à des disputes, alors que ça pourrait en être, quoi, avec des mots assez durs. Mais globalement, ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, hein, c'est un des plus grands films français de l'histoire, hein, tout simplement. Une Palme d'Or aussi, je pense une des Palmes d'Or les plus marquantes, parce qu'en vrai, est-ce qu'on a revu une palme. Enfin, est-ce que vis-à-vis de l'année où ça sort et l'originalité que représente ce film, c'est même pour le cinéma français, etc. Surtout, on vous a dit tout le contexte de production, un film presque impossible qui sort, et souvent, tu sais, les films impossibles, tu sais, ceux de Terry Gilliam, avec notamment Lost in La Mancha, j'ai oublié Don Quichotte. Don Quichotte qui est finalement sorti, mais tous ces films, ou Dune de Jodorowsky, les films maudits, quoi. Les films maudits et des films un peu fantasmes. Enfin, moi, Dune de Jodorowsky, voilà, c'est clairement. Et puis Les Enfants du Paradis aussi. Hein. Oui, voilà, il a failli pas se faire en plein contexte de Seconde Guerre mondiale, d'occupation. On est sur ce genre de film-là, voilà, un film fantasme. Et souvent, ces films fantasmes, ils sont tellement fantasmés qu'ils ne se concrétisent pas. Bon, là, le fait est qu'on n'en a pas entendu parler beaucoup avant sa sortie, donc la surprise est totale. Mais par exemple, le Don Quichotte de Terry Gilliam qui est finalement sorti, il a déçu pas mal de gens. Peut-être que le Dune de Jodorowsky aurait été n'importe quoi. Oui, voilà. effectivement. C'est-à-dire que tu as parlé d'un contexte de production rocambolesque, mais qui a finalement duré quelques mois, quoi. Oui, 2 ans, hein, 61. Oui, non, mais 64. après oui. La Baie des Anges, Bien le sûr. film sort l'année Enfin, non, 67, c'est ça? Non, je dis des bêtises. La c'est Baie des Anges, c'est Demoiselles de Rochefort. 63. 63 et 64, les Parapluies de Cherbourg. Donc C'est ça. finalement, même si effectivement ça date de Lola, à peu Oui, près oui, le oui, début, c'est ça. il n'est pas sorti beaucoup de temps après. Hein, Ça aurait dû être le second film de Denis quand même. Palme d'Or direct. Effectivement, mais après c'est quand même beau parce qu'il a acquis de l'expérience et il y a une vraie réflexion sur encore une fois une mise en scène, comme je disais, qui va être complémentaire, qui va à la fois être capable d'établir en fait tout simplement des codes qui sont pas forcément les siens à travers du coup les séquences chantées, mais il le fait avec une grande précision et un grand artisanat, et en même temps effectivement relier ça à des cassures comme j'expliquais tout à l'heure qui sortent pas du film, mais qui en tout cas interviennent, et on est juste subjugué par ce qu'il est capable d'inventer au-delà du langage et du phrasé très particulier du chant, sur ce qu'il est capable d'inventer en termes d'audace, d'avant-garde quasiment, quoi. Oui. Enfin, c'est fou. Alors déjà en termes de sujet, parce que on parle de la guerre d'Algérie en 64, la fin de la guerre d'Algérie c'est 62, et il y a encore, vous imaginez bien. Puis le film se passe en 57, il commence en 57 si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il me semble. Ouais. Et vous imaginez bien qu'il y a encore des blessures des deux côtés, hein, d'ailleurs. On comprend bien aussi, ce qui est très bien retranscrit et ce qui a été vérifié plusieurs fois, c'est que les gens qui partaient pour la guerre d'Algérie, c'était les jeunes hommes de cette classe sociale-là, c'est-à-dire les garagistes comme Guy, les gens qui les prolos, quoi, hein, globalement, et qui ont été blessés. Qui fait un lien aussi avec son père. Bon, son père est pas forcément parti là-bas, mais son père est lui-même garagiste. Oui, donc son père est garagiste. Le personnage de Guy est une grosse référence du propre père de Jacques. C'est assez clairement montré d'ailleurs dans Jaco de Nantes. Agnès Varda fait le parallèle avec. Totalement. Quand il parle du garage de son père, elle fait immédiatement le parallèle avec les parapluies de Cherbourg. Puis il monte lui-même son propre garage, chose qui est arrivée en fait avec le père de Jacques. Exactement. Et oui, je t'ai coupé sur l'engagement militaire. Non, c'était juste juste pour souligner ça. C'est un film. On vous a le compte tout à l'heure, en tout cas à notre connaissance, les films qui traitaient de la guerre d'Algérie aussi vite, c'était Le Petit Soldat de Godard. Oui, c'est ça. Et après, il n'y en a pas tellement. Et encore, Le Petit Soldat de Godard a été censuré jusqu'en 63. Oui, il y avait une censure très très forte. Et je pense que le récit de prime abord assez candide, finalement, même si on va le voir, hein, c'est un faux film naïf, hein, quelque part, c'est un film vraiment tragique. Mais en tout cas, l'aspect enrobé de comédie musicale, très coloré,
je pense, a permis aussi au film de passer sous les griffes de la censure. Je pense, ouais. Puis après, bon, encore une fois, Le Petit Soldat de Godard sort en 63, donc la censure est passée, la guerre d'Algérie est terminée. Je pense aussi que c'est plus facile de sortir ça. Peut-être, mais c'est quand même notable. Tu vois, non, bien sûr. Peu de films l'abordent. Évidemment, c'est même le fait est que il y avait une grande omerta autour de ce sujet, donc le fait même de l'aborder, je dirais pas que c'est parce qu'après il aborde du côté français en tout cas, il aborde, alors que Godard l'abordait sur le territoire algérien. Toujours est-il que c'est son premier film en couleur aussi. Premier film en couleur, et quelle maîtrise de la couleur. C'est clair. Évidemment, ça se reproduira dans le futur sur ses films suivants, mais la façon dont il va la traiter, ça montre déjà toute la maestria de Jacques Demy. Déjà, il est un peu à contre-courant de beaucoup de films qui se faisaient à l'époque. On sent que il a voulu faire de la couleur longtemps et qu'il a longtemps potassé son sujet, et quand il a pu, il y est allé à fond, quoi. C'est vrai, ça me fait penser à l'audace aussi qu'on trouve dans la couleur de Pierrot le Fou, C'est de vrai. Godard. C'est vrai, c'est un des films les plus en tout cas les plus signifiants en termes de couleur de la nouvelle carrière vague de Godard, de et la nouvelle vague tout court. De la carrière de la nouvelle vague, carrément. Non, Carrément. mais c'est vrai que c'est beaucoup de films en noir et blanc aussi, la nouvelle vague. Oui, Donc, voilà, c'est ça. là, ils reprennent, que ça soit C'est un nouvel outil. Godard dans Pierrot le Fou, ou si, il y a Le Mépris aussi, mais Pierrot le Fou, c'est Oui, encore Le plus Mépris flamboyant, aussi. je trouve. Et Le En Mépris, tout cas- ça joue plus sur la lumière, je trouve, moi, que la couleur. Oui, c'est vrai, c'est plus notable sur Pierrot le Fou et sur ce film-là, c'est-à-dire Mm. que c'est reprendre un petit peu toutes les techniques de quasi, je sais pas si c'est du Technicolor, mais en tout cas de couleurs extrêmement vives, c'est pas- extrêmement c'est- flamboyantes. Non, c'est pas du Technicolor. Ça doit être une autre technique, mais Ouais, je sais pas exactement là techniquement comment ça a été fait, mais en tout cas c'est vrai que ça saute aux yeux quoi dans le film. Surtout moi ce qui me fascine c'est la diversité des couleurs et la concordance des couleurs entre elles. C'est vraiment, on a du vert, on a du bleu, on a du jaune. Ça n'arrête pas, quoi. C'est un arc-en-ciel de couleurs quoi, le film, quoi. Et encore une fois, toutes les couleurs sont signifiantes. Tu le disais, les personnages s'arrêtent vers un mur uni, enfin derrière un mur papier uni, peint, ouais. du papier peint, des murs qui ont été repeints aussi pour le tournage, des murs, Mais tout. tout. Enfin, Et- tout, et- c'est un quartier entier quasiment de Cherbourg qui a été réinvesti quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et avec beaucoup de plaisir, je pense, parce que maintenant, ils doivent beaucoup en jouer. Ah bah ça c'est clair. Hein. Mais surtout que je pense que honnêtement personne n'avait fait ça. Là c'est pas, enfin tu me confirmes, c'est bien à Cherbourg que ça a été tourné. Oui, c'est à Cherbourg. Ouais. C'est ça qui est complètement dingue. D'ailleurs, C'est-à-dire c'est que- la particularité de Demy, c'est de tourner au sein même des villes dans lesquelles ils souhaitent tourner, quoi. Oui, bah, comme à Rochefort. La spécificité, peut-être, c'est. On se rappelle notamment de. Mince, comment s'appelle ce film de Carnet qui se passe. Hôtel du Nord. Oui, Hôtel qui du se Nord. passe. À Paris. À Paris et au Qui niveau refait du en canal studio. Saint-Martin, qui a été refait en studio. Là, on voit très clairement que maintenant. C'est la spécificité de la nouvelle vague et que, enfin surtout la spécificité de Jacques Demy, c'est-à-dire qu'il va prendre le fait que, comme plein d'autres cinéastes de sa génération de la nouvelle vague, en fait, il fallait tourner dans la rue, mais en fait, il va réinvestir le studio carrément dans la rue. Enfin, c'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. En termes de. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la trajectoire des personnages. C'est des personnages qui semblent être sur une trajectoire très cinématographique dans l'esprit, c'est-à-dire des gens fous amoureux, presque Roméo et Juliette, avec un amour impossible, c'est des totalement ça, hein. des parents qui s'y refusent, bon, peut-être pas du côté de Guy, mais surtout du côté de Geneviève, et un destin qui finalement brutalement interrompu par la guerre d'Algérie, et quelque chose qui va totalement dériver et qui va déterminer en fait le futur des personnages, et le fait même qu'on parle de déterminisme dans une comédie musicale aussi, je pense que c'est assez rare et c'est ça aussi qui fait que Si, ouais, il y a West Side Story, oui, quand même. certes, mais là, Effectivement, c'est à noter, quoi. Mais c'est très, en fait, c'est une façon de le faire qui est très française aussi. Ah, il y a un ancrage politique beaucoup plus fort, qui est très social, c'est ça surtout. Effectivement. Et bon, évidemment, West Side Story il est aussi, mais là, voilà, c'est quelque chose qui est très socialement ancré même dans la culture française Bien du sûr. cinéma, de la façon de faire du cinéma, et on le retrouve ici. Et donc voilà, Geneviève et Guy vont vivre un amour extrêmement passionnel, un premier amour qui en fait est brisé par l'attente et par l'absence et par l'absence, et des choses qui ne sont pas qui sont liées en fait à la société française et au récit et au récit national, quoi, hein, quelque part aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et tout ça en fait dans une ville, donc un Cherbourg qui est je sais pas si tu l'as remarqué, mais très bleuté, ouais, qui enveloppe tout ça. C'est comme si c'était une illusion permanente. C'est vrai. Et ce un qui est rêve. intéressant, c'est que des fois, il y a des cassures
quand vraiment la passion est partie, où il va Rabier et lui en fait vont décider de mettre beaucoup plus de gris sur la gare, par sur exemple. la gare, et effectivement, et puis même sur la fin, quand il revient sur le Oui, le retour, retour, il y a vraiment ces plans où là on revient quasiment à une photographie quoi traditionnelle, on va dire, et réelle. C'est assez impressionnant quoi. Ça dénote énormément, je veux dire, avec encore une fois, ce côté enchanté des couleurs sur la première partie, quoi, qui prend quand même une bonne part de l'œuvre, quoi. La première partie, c'est quasi 45 minutes, je pense. Oui, parce qu'on l'a pas dit, le film est divisé en 3 parties. C'est ça. Donc, je sais plus exactement le départ, l'absence et le retour. Ouais. Et en effet, ces 3 parties sont mine de rien assez différentes les unes des autres. En effet, le départ est, je le disais, très bleuté avec beaucoup de couleurs. On sent c'est le passage le plus lyrique, le très passage clairement, le et plus baroque. lyrique. L'absence l'est encore un peu. Il y a en effet la gare qui arrive et qui marque le tout. D'ailleurs, la musique s'arrête avec, je crois, un train, une sonnerie de train. Enfin, bref, il y a un fondu au noir aussi. Ouais, voilà. Donc ces passages sont très marqués. On comprend que voilà c'est segmenté, c'est très segmenté. En fait, les 2 premières parties, la première partie est centrée autour des 2 personnages, la seconde est centrée autour de Geneviève, et la troisième, donc le retour, est centré autour de Guy. Qui vont en fait se reconstruire après la guerre d'Algérie, malgré la blessure, parce que c'est un personnage qui revient blessé, amoché, autant sentimentalement, parce qu'il vient de perdre l'amour de sa vie, que physiquement et psychologiquement. Voilà. Et donc, au-dessus de ça, il y a un dispositif chanté qui en fait va contribuer à rendre le dispositif émotionnel en fait puissant et immersif, et ça va aussi forcer les acteurs qui ne peuvent pas chanter et ne parlent pas à surjouer en permanence pour incarner leur personnage à la manière, on le disait tout à l'heure, du muet. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au film muet. Justement, il n'y avait pas de son, donc là, on a besoin d'une expressivité, de rendre faciale, effectivement, corporelle. Bien sûr, et c'est ce qui les rend encore, je trouve, les acteurs en tout cas, encore plus cinématographiques. Après, c'est l'ADN de la comédie musicale aussi. Hein. Bien sûr. Il y a une emphase dans la comédie musicale qui confère au tragique qu'on ne retrouve pas forcément dans la fiction classique. Hein. C'est ça. Et voilà. Et les personnages, en fait, ils vont aussi être liés à une logique de circulation, donc au niveau des lieux, des motifs qui vont se répandre, même au niveau de la musique. C'est des musiques qui reviennent, qui sont chantées différemment. Le thème de Roland Cassard qu'on a déjà écouté dans Lola, qui revient plusieurs fois et qui cette fois est chanté. Puis le thème du départ aussi. Le thème du départ. Qui est très important et qui revient environ 4-5 fois, réarrangé et quasiment réorchestré d'une manière différente. C'est ça qui est super intéressant aussi, quoi. C'est ça exactement. Et du coup, ce chant-là, du coup, et cette façon de mettre en musique le film va créer de la continuité aussi, parce que comme rien ne s'arrête, ça va créer de la continuité avec les histoires des personnages. Et voilà, et en fait, même la continuité est créée essentiellement par la musique. Je le revoyais, tu vois, des extraits tout à l'heure, entre une séquence et une autre. C'est juste comme si tu lançais un disque ou un vinyle et que on passait à la chanson suivante, quoi. Et donc voilà, c'est comme si on écoute un album et ça crée un espèce de tout, malgré la séparation. C'est vrai. Je suis plutôt d'accord. Ça se suit vraiment, vraiment bien, malgré le fait que ça aurait pu donner une sensation d'accumulation de scénettes, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est pas le cas, parce que c'est très pensé aussi dans même la jonction entre les différentes trame narrative, quoi, du récit. C'est-à-dire qu'il va reprendre ce qu'il avait fait dans Lola, ce qui était absent de La Baie des Anges, parce que finalement on s'était focalisé seulement sur 2 personnages. Là, ce qu'il reprend, en fait, c'est souvent quand un personnage part, dans le plan d'après, en fait, il le remet en lien avec du coup le segment narratif suivant. Et donc quelque part c'est des allers-retours au sein d'une petite ville où les personnages font que se croiser par le hasard, quoi. Exactement, et c'est très intéressant parce qu'en plus de ça, dans la mise en scène, ce qui est bien fait et ce qui est vraiment bien pensé, c'est que aussi vis-à-vis de ce que disent les personnages, la caméra va soit centrer le plan autour d'eux, soit, par exemple, imaginons une dispute entre 2 personnages, ils vont être du coup les 2 au centre du plan, puis l'un va prendre le dessus, il va être isolé par la caméra, et puis dès que l'autre doit lui reparler, la caméra va retourner. Donc en fait, ça crée même des sensations de duo. Ça a de rapport de force aussi dans le déplacement, même au sein de l'espace.
Et c'est ça qui est vachement bien pensé, en plus de toute cette mise en scène dont on a déjà parlé, avec énormément de couleurs, et des couleurs bien utilisées. C'est souvent des couleurs complémentaires, avec un sens très net, le rose, le vert, le jaune, le rose, je viens du sud-ouest, désolé, le rouge de la passion. C'est ce que je voilà, disais tout à l'heure, c'est- qu'il y a une concordance au sein de la palette de couleurs qui fonctionne extrêmement bien dans le film. C'est ça. Et qu'aurait pu, peut-être que certaines personnes reprochent ça au film, qui aurait pu être d'un kitsch totalement. Beaucoup de gens reprochent ça à Moi, je Jacques trouve Demy. plus ça Mais moi, je sur trouve Les ça injuste. Demoiselles de Rochefort. Mais, Ah ouais, peut-être. Ouais. mais c'est pas un kitsch qui me dérange. Non, ouais, oui, non, bien sûr. Mais là, je trouve que c'est des couleurs très tranchées, et qui apportent vraiment un émerveillement dans la banalité, mais qui en même temps, confèrent pas, encore une fois, au royaume du kitsch non plus, quoi. Tu vois, Oui, c'est-à-dire non, bien que sûr. c'est toujours mesuré, hein, je trouve, l'implémentation des couleurs et l'intégration des couleurs. Exactement. Et il y a pour revenir aussi sur la continuité qu'apporte le film tout au long de cette 1h30, il me semble que c'est ça que la durée du film. Exactement. Il y a aussi là où Michel Legrand et Jacques Demy sont très malins, parce que je cite les deux parce que je pense que à ce niveau-là de collaboration, ils réalisent le film quasiment ensemble. Il y a des séquences et des thèmes qui sont réutilisés pour dire deux choses à la fois. Par exemple, il y a ce mariage de Roland Cassard et Geneviève. Incroyable, filmé comme un enterrement. Filmé comme un enterrement, et la musique qui est utilisée ensuite pour l'enterrement C'est l'orgue, c'est le même orgue c'est qu'on exactement entend le même thème. dans la Et scène de donc, mariage. ce qui signifie un enterrement et un... Voilà, la naïveté, elle est Oui, plus trop là à ce elle est moment-là plus du trop film. là, voilà, c'est ça. Donc là, c'est tout bête, et je pense que quand on le voit au premier visionnage, en tout cas, le film, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est vraiment, après plusieurs écoutes, on se dit, mais attends, mais c'est la même chose. Et c'est parce que ça signifie pour les personnages une fin, la fin d'une ère, et le passage vers autre chose, et une réinvention, ou une reconstruction pour les deux personnages. La mort de quelque chose. En La fait, mort de quelque la chose, mort de voilà. leur amour pour finalement C'est ça. Et être heureux c'est ça. Et du jouer côté sur- de Guy et peut-être un peu moins du côté de Deneuve. Bien sûr, et c'est dans la même église, avec le même orgue, Ouais, bien et, sûr. et l'intelligence de Legrand de se dire, tiens, en fait, entre un son religieux joué dans une église, la frontière est très fine entre une chanson funèbre et une chanson plutôt joyeuse qui t'amène vers un mariage. Et je vais réutiliser ça pour signifier quelque chose dans le thème. Bah, voilà, Non, mais c'est vrai que c'est très fort, et puis en même temps, ça va de pair aussi avec le destin, enfin en tout cas l'avenir du personnage de Guy, du personnage de Geneviève. On rappelle juste, Geneviève va aller un peu contre son gré finalement se destiner au déterminisme issu en fait de son propre schéma en fait maternel. C'est-à-dire se marier en fait avec le personnage de Roland Cassard, Oui. qui est un peu insistant d'ailleurs, Oui, qui est très insistant, qui est très voilà. insistant avec sa lettre, et qui représente tout ce que finalement sa mère a fait et ce que Geneviève voulait fuir, c'est-à-dire épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas, mais suivre un petit peu les attentes de la société française de l'époque. Et Oui. en même temps, on a le personnage de Guy qui aime peut-être au fur et à mesure plus sincèrement cette femme avec qui il se marie, mais qui s'appelle quand même Madeleine. Oui. Donc c'est quand même un personnage beaucoup plus pieux. Et c'est aussi voilà, l'image de pas forcément la passion ardente, mais un petit peu le confort, fort de vie. on va dire, un petit peu traditionnel et religieux. D'où le fait qu'elle s'appelle Madeleine pour Marie-Madeleine, je pense. Oui, je pense qu'il y a un lien, et encore une fois un lien avec la religion. Mais ouais, je crois qu'à ce stade de l'analyse aussi, il faut préciser que en fait, le personnage de Geneviève tombe enceinte de Guy, et c'est ce qui en fait l'oblige à se marier avec Roland Cassard, parce que Guy ne revient pas, et elle va accoucher sans pouvoir se marier avec le père de son enfant, malgré son désir ardent de le faire. Et que Guy après va avoir un enfant que lui appelle François, Oui, et elle, que elle du coup l'appelle Françoise. parce qu'elle est persuadée qu'elle va avoir une fille. C'est un des premiers thèmes que vous avez écouté d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, il y a des parallèles comme ça qui sont créés entre les deux personnages, et à la fois on les assemble et on les oppose. Il y a un entrelacement et en même temps C'est ça. Et séparation. Et les personnages ne seront jamais vraiment
finalement ne seront jamais épanouis totalement. Oui, et ne s'oublieront jamais vraiment. Et malgré la rancœur, qui est un peu injuste d'ailleurs de la part de Guy, mais lui il n'est pas au courant de tout, donc c'est normal aussi qu'il en est. Parce qu'il apprend pas, enfin il apprend à son retour seulement en fait qu'elle s'est mariée et qu'elle a un enfant. C'est ça, exactement. De lui. C'est ça qui est extrêmement, franchement, tragique et dramatique pour lui. Oui, quoi. oui, Même si on comprend finalement à quel point le personnage de Deneuve aussi, en tout cas les femmes de la fin des années 50, début des années 60, issues de ce milieu social-là, sont pressurisées et sont poussées aussi. Parce que Deneuve, Geneviève, elle résiste. Au désir de sa mère aussi. Hein, oui, elle résiste bien 45 minutes du film, donc c'est quasiment la moitié Bien avant sûr. de se marier, et de vraiment céder parce qu'elle ne voit pas Guy revenir en fait. Elle se dit soit il est mort, soit il m'a oublié. Et elle étant amoureuse, évidemment, vous avez toujours été. Enfin, c'est là aussi où il est juste, Demi, c'est que vous avez été dans ces états-là quand vous quittez la personne que vous aimez, même si vous aimez toujours, sans de rupture forcément, il y a énormément de jalousie. Et donc, en fait, elle l'a subie et elle cède, en fait, parce qu'elle est persuadée que Guy va rencontrer une autre femme. Elle le dit plusieurs fois, lui essaie de la rassurer. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, des paroles. Moi, je trouve ce que je peux reprocher un peu au film, c'est que parfois, si c'était pas chanté, en fait, si ces dialogues n'étaient pas chantés, ça paraîtrait assez caricatural, ouais, ou un peu gnangnan. Ça l'est toujours un peu, hein, finalement. Ça l'est toujours parce qu'on parle d'histoire d'amour aussi. Parce qu'on parle encore une fois d'histoire d'amour et de tragédie amoureuse. Donc, bien sûr. Et d'ailleurs, ce sera le thème de la séquence de tout à l'heure. Mais voilà. Ça sera plus complexe, le tragique amoureux dans Les Demoiselles de Rochefort, notamment. C'est ça, exactement. En tout cas, beaucoup plus suggéré que dans les Parapluies de Cherbourg, peut-être. Mais oui, du coup, voilà, le film est globalement très impressionnant. Je pense qu'on a tous les deux été très impressionnés par son talent. Bon, moi, voilà, je vous l'ai dit, c'est mon top 3 film All Life. Est-ce que tu ne ferais pas ta petite analyse de séquence pour pouvoir bien conclure sûr, en beauté bien sûr. Je voulais juste conclure aussi, avant de passer à ça, sur insister sur la récurrence des thèmes qui vont créer aussi un attachement affectif pour les personnages, parce que on vous l'a dit, ça se redonne facilement. Du coup, ça on comprend, c'est le thème où ils se disputent, ça c'est le thème de Cassard, ça c'est machin. Et donc voilà, ça crée, et le demi-monde aussi crée un attachement à certains personnages. Tu vois, l'évolution de Cassard, elle est intéressante, d'un mec qui est beaucoup plus assuré et qui finalement va imposer son choix à une femme, alors qui est toujours un raté. Qui est un raté, hein, toujours, mais en tout cas pas professionnellement. Malgré son assurance et je veux dire son intégration au sein d'une classe sociale, on va dire un peu plus aisée. C'est toujours quelqu'un qui n'a aucune réussite intime et sentimentale. C'est clair. Et qui est devenu un gros forceur. Et qui est devenu un gros forceur et qui n'a toujours pas compris la leçon, visiblement. Qui s'est dit, tiens, on m'a refusé une première fois, du coup je vais obliger une meuf de 17 ans à se marier avec moi. La déclaration pour avoir le consentement de la mère est quand même une séquence de malaise absolue. Hein. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, quand même, il faut quand même en parler. C'est c'est la différence d'âge entre Guy et Geneviève, Guy a 20 ans, et Geneviève 16 ans, 17 ans. Moi, j'ai vu plusieurs en regardant les analyses. Ils ont à peu près le même âge, non, franchement, les acteurs. Ah non, les acteurs, oui, mais les personnages, ils ont. Ça se voit pas, hein, franchement. Ouais, mais c'est à peine dit en plus, non? Ah non, c'est vraiment signifié, d'accord, notamment par la mère qui dit on passe pas en mariage à 16 ans. Ça, c'est l'excuse encore une fois du conservatisme de la mère et du mépris notamment de classe qu'a la mère. Hein. Ouais, mais du coup, moi j'ai vu plusieurs critiques, après, hein. Plusieurs critiques notamment qui liaient ça à de la... notamment dans les années 60, la libération sexuelle, etc. En tout cas, ce qui allait amener ça, en tout cas. Après, je suis désolé, moi je crois à aucun moment que Catherine Deneuve a la 16 ans. Voilà, et je suis désolé, je casse ton truc. Mais... moi je suis pas d'accord avec ça. Mais, mais je voulais en parler parce que c'est souvent une critique du film de un mec qui a 20 ans veut se marier avec une meuf qui a 16 ans. Après, ça montre aussi, c'est pas totalement incarné, ça tu vois, pour le coup, ce dont tu es en train de parler, et peut-être relever aussi que le cinéma de Demy est un cinéma moderne, mais c'est aussi un cinéma puritain, hein, d'une certaine manière. Justement, je voulais souligner ça. En effet, c'est un cinéma un peu puritain. Et aussi, il faut préciser que la majorité à l'époque, elle était à 21 ans. Donc les deux personnages sont en fait quasiment mineurs, quoi. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, mais globalement, c'est quelque chose aussi qui se faisait régulièrement à l'époque, quoi. Des écarts d'âge assez conséquents, surtout d'un homme venant d'une femme, venant d'un homme plutôt vers une femme. Donc voilà.
Sur ce, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi j'ai terminé. Très Je bien. pense que ça vous a donné envie, notre discussion, Allez d'aller ce voir le film. Non, mais pour J'espère, du moins. J'ai trop d'assurance. Ouais. bien sûr. Non, et bien après cette virgule, je vais essayer de vous analyser la séquence principale du film, enfin selon moi. Donc voilà. J'avais tellement peur de ne pas te trouver. Je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traité de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman que de te perdre. Nous nous marierons en cachette. Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Je ne te quitterai Mon amour, il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attendras. Voilà, donc vous venez d'écouter cette séquence, peut-être le thème le plus connu des Parapluies de Cherbourg, je pense en tout Oui. cas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est celui que j'avais le plus entendu avant de voir le film. Donc on vous l'a dit, c'est une séquence qui intervient après, on va dire, l'installation des problématiques liées à la relation entre Geneviève et Guy, donc notamment que Geneviève a sa mère qui refuse le mariage avec Guy, et donc Guy qui lui est fou amoureux de Geneviève, mais voilà, il est face en fait au refus de sa mère, donc en tout cas De donner le consentement pour le donner le mariage. consentement pour le mariage, exactement. On va dire, cette séquence, en fait, elle va commencer sur un plan du garage, donc avec Guy qui sort fringant et à vélo. Les amoureux se retrouvent et on se tombe dans les bras. Nos deux protagonistes portent des couleurs qui semblent complémentaires. Geneviève, elle est blonde platine même, la fameuse couleur de cheveux de Catherine Deneuve. Elle porte un nœud dans les cheveux, dans les cheveux qui est noir, qui rappelle la couleur des cheveux de Guy, qui lui porte un camailleux de bleu avec une veste en cuir marron. Qui, contrairement à Geneviève, elle porte un manteau plutôt clair, mais qui tient par contre du bleu en main pour, je pense moi, équilibrer le plan. Enfin, on voit voilà, la composition des couleurs qui est très importante à ce niveau-là. Il y a une grande pensée sur ça. Au début, la musique, elle est plutôt sautillante, joyeuse, mais dès que Geneviève en fait, parle de sa mère, elle va commencer à s'assombrir pendant que des passants vont passer à côté du coup des deux protagonistes. C'est des passants qui sont munis de vêtements bleu foncé, jaunes, et en fait, ça va créer une nouvelle fois un équilibre des couleurs, car c'est des couleurs qui, une nouvelle fois, sont
très bien pensées, car elles vont être systématiquement complémentaires avec les vêtements des personnages autour d'eux, et le décor est toujours un peu bleu nuit, presque nuit américaine d'ailleurs, j'ai l'impression. Donc voilà, Geneviève, elle va annoncer à Guy qu'elle souhaite se marier avec lui, quitte à ne plus revoir sa mère, ce qui est pour elle un engagement immense en fait. Et elle le fait auprès de l'homme qui semble être celui de sa vie, quoi. Et dans le même temps, elle s'isole dans le plan. Elle va s'isoler dans le plan pour parler seule. Et on va se rapprocher de son visage. La musique, quant à elle, elle va user enfin, elle va s'assombrir même plutôt gravement. Comme si, en fait, quelque part, la nouvelle n'était pas bonne. Comme s'il y avait quelque chose qui allait clocher dans cette annonce, ou qu'un engagement était trop précoce. Et là, on sent aussi que Legrand va user beaucoup du violon quand Geneviève parle, qui sont en fait des violons qui ne vont pas être utilisés tout le temps quand Guy va parler. Voilà, le thème est central dans le film, mais les instruments qui sont utilisés quand les personnages vont parler vont différer en fait pour coller aussi, je pense, à la tonalité des chanteurs dans la scène, quoi. La mise en scène, donc, on l'a dit, elle est plutôt léchée. À son tour, donc, Guy va s'éloigner de Geneviève quand il va prendre la parole. Ça va donner l'impression en fait d'une valse avec la caméra, parce que y a des allées, des retours, des rapprochements, des éloignements. Et ça va aussi signifier une impossibilité de se retrouver pour les deux personnages, quoi. Et donc Guy va annoncer son départ à Geneviève. Il va le faire sur un fond bleu, qui est une couleur qui rappelle celle de l'eau, de la mer et du lointain. Du départ, quoi, tout simplement. Du départ, exactement. Très important dans le cinéma de demi. Tout à fait. Et donc l'utilisation à ce moment-là des violons et des cuivres va rajouter de la mélancolie, pardon, à la séquence. Et puis voilà, on va cut et on va retrouver les deux personnages dans un bar, deux verres qui sont sur la table. C'est un raccord de position, non? C'est un raccord de position. Les deux corps, ouais, c'est ça. C'est vraiment magnifique ce raccord. Les personnages, ils sont l'un sur l'autre. Une nouvelle fois, les couleurs des alcools sont aussi là signifiants. C'est dire à quel point c'est très précis, quoi. Déjà en termes d'équipe de plan, une nouvelle fois. Il y a un léger perfectionnisme, effectivement. C'est ça. Parce que les couleurs, travail des couleurs. Elles vont s'opposer aux costumes des acteurs, mais aussi le mur qui se reflète dans le miroir, il a un ton jaune qui va signifier la tromperie, l'éloignement ou la trahison. Voilà, au choix. Là, on serait plus sur l'éloignement avec teinté un peu de trahison. T'es un psychanalyste des couleurs. Je me suis renseigné sur la couleur. Toutes les couleurs sont signifiantes. C'est vrai que, surtout chez Demi, en tout cas. Chez un autre, peut-être que j'aurais laissé couler. Il y a un vrai symbolisme là-dessus dans le film. Ça, exactement. C'est impressionnant. Et donc très vite, va y avoir un travelling assez intense en fait qui va avancer vers les personnages. On est même très proche en fait d'eux-mêmes pour nous faire, je pense, ressentir un peu plus leurs émotions, leur tristesse, leur désarroi. Et d'ailleurs, ces derniers ne sont pas statiques parce qu'ils s'étreignent puissamment. Et bien que en fait les dialogues pourrait être apparenté à quelque chose d'assez banal pour chacune des phrases, hein, voilà, la façon dont ils sont proclamés, pardon. Et le duo en fait qui s'installe avec les instruments qui vont redoubler une nouvelle fois de puissance va rendre le tout extrêmement tragique. Et d'ailleurs les personnages une nouvelle fois vont surjouer le désarroi, la tristesse, ils vont clamer en fait leur texte à la manière même du théâtre, hein, quelque part. Et puis on peut rappeler aussi, peut-être, désolé, je fais non, vas-y. Coupure là-dessus. C'est que le langage, quelque part, en tout cas le vocabulaire, il est adapté aussi à ce que sont les personnages et à leur réalité sociale, tu vois. C'est peut-être là que ça change aussi et que ça dénote par rapport aux comédies musicales américaines qui ne réfléchissent pas le texte par rapport à ça, en fait, la plupart du temps. C'est en effet un décalage culturel en fait qu'on peut voir là, plus européen, plus français. Et en fait, voilà, donc je l'ai dit, tout est extrêmement surjoué à la manière, hein, voilà, je l'avais noté, d'un film muet et d'une comédie musicale américaine, car les acteurs ne chantent pas eux-mêmes, mais voilà, ce surjeu, ça match en fait parfaitement avec l'ambiance du film, et en fait il nous est difficile de ne pas être ému et de ressentir en fait le redéchirement des personnages vis-à-vis de cette situation. Et donc une nouvelle fois la caméra elle joue, elle danse avec les acteurs eux-mêmes, elle s'arrête sur les visages puis laisse entrer le second protagoniste à nouveau, et c'est des va-et-vient successifs en fait qui symbolisent pour moi en tout cas l'impossibilité une nouvelle fois de se quitter, même s'ils essayent de se rapprocher puis se rééloignent malgré le fait qu'ils s'enlacent. Et finalement en fait
la caméra va à nouveau s'éloigner, donc c'est un travelling arrière, et va réassembler les deux personnages qui s'enlacent à nouveau dans le même plan, comme si en fait la rupture était impossible. Voilà, des personnages qui, enfin, le fait de se quitter n'est pas envisageable. Mais surtout, elle va laisser la place à ce qui est pour moi un des plus beaux plans du film. Donc des deux acteurs qui vont léviter, donc portés par sur un chariot de travelling. Sur un chariot de travelling, la caméra qui les suit, et donc ils vont être je sais pas, suspendus, portés par un rêve, un espoir, leur amour, et derrière eux, la ville de Cherbourg, bleutée, mais teintée aussi du rouge de la passion, les briques notamment rouges qui ont été peintes en rouge, avec quelques agrumes d'ailleurs derrière, tout aussi chaleureux, et un plan donc porté par un texte avec, je trouve là pour le coup, écrit avec beaucoup de poésie. Par exemple, il faut essayer d'être heureux, il faut garder de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. J'ai tellement peur quand j'ai su ça. Nous nous retrouverons, tu connaîtras d'autres femmes, tu m'oublieras, je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Guy, je t'aime, ne me quitte pas. Voilà quelques paroles. Effectivement, ne me quitte pas. Tout à fait. Réutilisé par un chanteur. Il y a une opposition entre la passion amoureuse et la mélancolie qui s'installe. Exactement. Entre le rouge et le bleu d'ailleurs aussi. Exactement. Il y a toujours l'éclairage, c'est ça, bleu nuit, dont oui, tu parlais tout à l'heure, qui perdure. Qui perdure au moment de la scène, jusqu'à un moment où le vert va apparaître sur les façades, couleur de la fertilité, de l'envie, puis en fait ils vont s'embrasser sur un plan fixe. La maison du coup de la tante tante Élise, la tante de Guy, où voilà, cette fois il y a un plan fixe éloigné des deux personnages, où plusieurs couleurs vont s'associer. On va retrouver le vert, donc je l'ai dit, qui symbolise l'envie, la fertilité, le rose de la romance et le jaune du déclin, ou de la trahison, comme j'en ai parlé tout à l'heure dans le bar. Quand Guy parlait de souvenirs, il parlait en fait donner un souvenir inoubliable à notre relation, c'est aussi coucher avec Geneviève quelque part une dernière fois, ou peut-être la première fois, on ne sait pas. Je pense que c'est la première fois. Hein. Et elle signale qu'elle a peur de le quitter, mais c'est aussi, je pense, la peur de coucher avec Guy. Mais il me semble que ce dernier baiser la convainc, et ils vont s'enfoncer finalement dans un immeuble, cette fois totalement vert, donc une nouvelle fois l'envie, la fertilité, couleur de fertilité notamment, parce que suite à cette union et donc le fait qu'ils couchent ensemble, naîtra un enfant, donc le futur enfant de Guy et Françoise. Voilà. Je pense que c'était le roi de la sémiologie, on peut pas faire mieux que toi, c'est assez impressionnant. Bah, c'est dur de passer à côté des couleurs des parapluies de Cherbourg, quoi. C'est un peu signifiant. Effectivement, je pense qu'il y a pas mal de thèses qui ont été écrites là-dessus. Tout à fait. Bon, moi j'ai pas lu ces thèses et je pense qu'ils le font bien mieux que moi, mais voilà, de ce que j'ai pu... Mais en tout cas, c'était précis, c'était vraiment parlant, quoi. Et donc je pense que ça invite... grandement, ça donne envie grandement d'aller découvrir le film. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur cette séquence avant qu'on arrête de parler du plus grand film de ce podcast? Je pense que tu as été absolument parfait pour la décrire. Très bien, bon, on se retrouve après cette petite virgule alors. C'est terminé, oui. Et non, ce n'est pas terminé. Oui, non, ce n'est pas terminé parce que il vous reste à vous dire au revoir. Remets de l'huile, Fouché. Reste une heure de plus, Fouché, s'il te plaît. Non, il vous reste à parler du futur. Donc on a fini non, on a fini cet épisode consacré donc à la Baie des Anges, Parapluie de Cherbourg, que vous retrouverez cette fois sur... Tu le sais pas, Amazon Prime, c'est MyCanal, toi le roi des plateformes. Partout, ou en DVD, Blu-ray, ou en téléchargement. Non, il est sur Netflix. Netflix aussi. Il est sur Netflix, oui, je l'ai regardé sur Netflix hier soir. Eh ben voilà, t'es le plus grand roi t'es l'empereur des plateformes. J'adore. En tout cas, on vous remercie d'avoir écouté et on va vous laisser avec un petit aperçu du prochain film traité, donc Les Demoiselles de Rochefort. À très vite. À très vite, ciao. Absolument dans la fiction, la fiction la plus complète, dans la comédie musicale. Alors, ce qu'il faut faire, c'est participer les gens du café, et derrière, tu auras les camionneurs, les gens de la fête qui seront là. Ouais. Et si tu veux, faire une espèce de chœur, où on reprend le dernier couplet, et terminer par un petit ballet, enfin, avant de... Je peux employer les garçons qui font des palambélés, des trucs comme ça. Oui. Ben, ça dépend quoi, il faut voir. Ouais. Bam, bam. Et elle dit, bam, bam.
Il y a beaucoup de difficultés techniques avec les disques, enfin, apprendre les playbacks d'une façon absolument parfaite. C'est dur de danser et de chanter en même temps, très dur. Je veux dire pour le souffle, enfin, faut un souffle extraordinaire. Dépersonnaliser et se concentrer sur deux choses en même temps et ne penser qu'à ça, c'est très difficile. Puis Parce que la danse d'un côté, la musique de l'autre, mais les deux ensemble. 1, 2, 3, up. You have to really take off as soon as you finish. L'opéra on the left after the pickup. Ba 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 ba.